Retrouvez les incorrectibles avec terredefrance.fr, la nouvelle marque solidaire et patriote. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre, à nous mettre des pouces levés ou bien encore mieux, à vous abonner à cette chaîne. Merci aussi à tous ceux qui nous soutiennent via Tipeee et qui contribuent donc à ce que la petite équipe qui m'entoure et moi-même puissions continuer à vous proposer ces émissions de manière libre et indépendante. Alors, mon invité ce soir est un jeune avocat au barreau de Paris, au CV bien rempli. Il vient d'ailleurs de monter son cabinet, il est spécialisé en droit des affaires. Il est diplômé de l'université Panthéon-Sorbonne, où il enseigne d'ailleurs depuis 2017. Et puis surtout, eh bien, vous l'aurez remarqué, vous allez deviner, je pense, de qui il s'agit. C'est un visage bien connu à présent des téléspectateurs de CNews, où il chronique très régulièrement. Et on peut le dire, vous êtes l'une des révélations médiatiques de ces derniers mois en qualité, donc je disais, de chroniqueur aux sorties plus que remarqué. Pierre Gentillet, on est ravis de vous recevoir dans Les Incorrectibles. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Alors, avant de parler bien entendu de cette riche actualité politique tout au long de cette semaine écoulée, j'aimerais d'abord justement, en qualité d'avocat, vous interpeller sur la question d'abord de la liberté d'expression. Quel est votre regard sur l'état de la liberté d'expression en France et dans le monde occidental, Pierre Gentillet ? Oh là, ça c'est une question très vaste. Disons que, je vais vous faire une réponse de juriste et une réponse de politique après. La liberté d'expression, c'est une liberté fondamentale qui est consacrée par des textes importants, par la Constitution, aussi par des textes internationaux. Donc c'est vrai que sur le plan du droit, c'est une liberté qui est assez protégée. Ensuite, c'est vrai que la liberté d'expression a tendance de plus en plus, en particulier ces 10-15 dernières années, à faire l'objet d'un certain nombre d'assauts. Vous voyez, par exemple, je repense à la loi Avia sur la haine en ligne, vous savez, sur Twitter, quand vous publiez un contenu. Qui n'a pas été réélu député. Qui n'a pas été réélu député, effectivement. Elle a mordu la poussière, sans faire de jeu de mots, puisqu'elle a été complètement battue. Mais vous voyez, typiquement, ce genre de loi, plus les interventions aussi directement de Twitter, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la liberté d'expression ? C'est s'exprimer publiquement. Qu'est-ce que c'est l'espace public ? C'est pas la rue. Enfin, bien sûr, si, c'est la rue, mais je veux dire, à quel moment on débat ? Aujourd'hui, ça a tout changé. C'est sur Twitter, c'est sur les réseaux sociaux. Donc en fait, là vous où êtes d'ailleurs très actif. Où je suis actif, effectivement, et pas encore censuré. Et l'endroit où se déploie le véritable forum, en fait, de la cité, là où il y a le débat, l'agora, exactement, ce n'est pas dans la rue, c'est bien sûr sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il y a une tendance de plus en plus marquée, à la fois de la part de Facebook et de Twitter, à censurer. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, il n'y a pas de difficulté quand un propos manifestement est contraire à la loi à ce qu'il soit sanctionné. La difficulté, c'est qu'il ne faut pas intervenir a priori, parce que ça c'est de la censure, mais a posteriori, pour constater, déjà, s'il faut un jugement, voir si le propos a un caractère diffamatoire, s'il a un caractère injurieux, et à ce moment-là, le faire constater par le juge, supprimer le propos évidemment tenu, et puis condamner la personne. Mais vous voyez, c'est un raisonnement sur la liberté d'expression, et ça c'est typique de notre droit français et occidental, la CEDH est assez alignée les pays là-dessus, c'est qu'on ne doit pas permettre la censure. Ça intervient toujours a posteriori. Ça peut a priori, mais dans des cas qui doivent être marginaux, exceptionnels. Et vous voyez, la régulation de Twitter, là-dessus, moi je trouve assez néfaste, s'agissant de la liberté d'expression. Souvenez-vous la campagne américaine, où Donald Trump, président des États-Unis, actuellement en campagne, s'est vu suspendre son compte Twitter au moment clé, au moment fatidique de cette élection présidentielle. Et il y a d'autres comptes Twitter qui ont été aussi en France, bien sûr, censurés. C'est d'ailleurs pour ça qu'Elon Musk, d'ailleurs, a voulu, alors on ne sait pas où est-ce que ça en est maintenant, racheter Twitter pour en refaire un espace de débat, et puis aussi c'est une opération capitalistique. Bon. Donc, sur le plan de la liberté d'expression, c'est protégé par notre droit, mais il faut aller au-delà du droit. Vous voyez, c'est-à-dire que le raisonnement de Twitter, c'est de dire vous êtes dans un espace privé, donc vous obéissez aux règles de l'espace privé. Sauf que c'est pas comme ça. Aujourd'hui, Twitter, les citoyens se le sont appropriés. C'est devenu, comme vous le dites, la nouvelle agora.
Mais alors justement, c'est intéressant de faire la différence entre ces médias sociaux et puis ces médias mainstream, justement, auxquels, je le disais, en tout cas pour ce qui concerne CNews, vous participez. Vous êtes donc chroniqueur sur une chaîne qui est tout de même assez fortement décriée par le reste des médias, justement, du PAF, comme on dit. Qu'est-ce que vous pensez plus précisément, Pierre Gentillet, du système médiatique et de la pensée largement uniforme, bien souvent, qu'il véhicule ? Alors justement, moi je considère qu'il y a eu quelques changements ces dernières années. Alors effectivement, il y a eu l'émergence de CNews. En partie grâce à Éric Zemmour. En partie grâce à Éric Zemmour. Alors notez tout de même, effectivement, Éric Zemmour a fait rehausser sensiblement les audiences. Je crois qu'elles ont triplé entre le moment où il est arrivé et le moment où il est parti. Enfin, c'est spectaculaire. Mais notez tout de même que depuis qu'Éric Zemmour est parti, les audiences sont restées bonnes. Elles sont même restées très bonnes, en particulier lorsqu'il y a eu, vous savez, la crise sanitaire. À ce moment-là, vous avez eu un certain nombre de prises de position, vous avez eu des chroniques, je repense notamment aux chroniques de Pascal Praud, qui fait qu'aujourd'hui, elle a toujours une excellente audience, cette chaîne. La tranche 19h, 21h, c'est une tranche qui, je crois, la met première chaîne info partout. Elle est concurrencée, elle concurrence largement maintenant BFM. Ils sont vraiment au coude à coude. Et ça dit quoi, donc, ça, selon vous ? Moi, en fait, si vous voulez, je pense qu'il y a eu une prise de conscience dans les médias mainstream qu'il fallait réinvestir ce terrain-là. Pas en se positionnant sur la gauche ou sur la droite. CNews ne se positionne pas comme ça. Si on parle de CNews, parce qu'il n'y a pas que CNews, il y a aussi d'autres chaînes que je pourrais citer, ou des radios comme Sud Radio, etc. Mais ils ont compris qu'en fait, il y avait une crise de la presse, évidemment presse écrite, mais aussi une crise de la presse audiovisuelle, de la presse de la radio et de la télévision. Parce que progressivement, les gens allaient sur d'autres médias alternatifs. Vous savez, moi, Twitter, le matin, la première chose que je fais, hormis Métro Europe 1, c'est je vais sur mon téléphone et je regarde mon fil d'actualité Twitter. Et mon fil d'actualité Twitter, c'est ma presse. Vous voyez ? Et en fait, du coup, la façon dont on s'informe est très différente. Et ça, en fait, les médias l'ont compris parce qu'il y a une défiance vis-à-vis des médias traditionnels. Et c'est la raison pour laquelle certains ont réinvesti le champ du politiquement incorrect ou en tout cas d'une certaine liberté de ton. À l'inverse, vous voyez par exemple, typiquement de BFM qui est très décrié et qui a eu effectivement, en particulier pendant la campagne de Macron, qui a essuyé un certain nombre de critiques, notamment d'être soi-disant proche de Macron et du pouvoir. Donc en fait, je pense que le mouvement qui s'est passé, c'est un mouvement de réflexe de ces médias mainstream qui ont changé un peu leur ton progressivement et qui sont allés sur des thématiques qui avant étaient interdites. C'est pas encore le cas de France Inter, hein, mais... C'est pas le cas de France Inter parce que c'est le service public et le service public n'a pas bougé. Au contraire, alors là vous avez raison, c'est même pire que ça. C'est en fait France Inter, moi je me souviens d'éditos de France Inter horribles sur CNews, sur Pascal Praud et puis de manière générale, moi je me souviens Europe 1 par exemple, Europe 1. Quand Louis Dragnel est entré à Europe 1, ancien de Valeurs Actuelles, il s'était déchaîné, mais déchaîné, vous voyez. En fait, il y a une radicalisation d'une partie justement de cette gauche qui a complètement investi, parce qu'il n'y a pas que France Inter, hein. Regardez France 3, c'est très intéressant. France 3, dès que vous voyez un petit avis politique, c'est toujours du côté de la gauche bien pensante. Il y a une radicalisation parce qu'ils voient que le terrain mainstream est en train de leur échapper progressivement. Je vous disais, Europe 1, encore une fois, je cite même pas parce qu'on a tendance à dire que ce qui est politiquement correct, c'est de droite. C'est même pas de droite, hein. C'est simplement d'arriver à donner un autre son de cloche. Pour moi, le politiquement incorrect, c'est pas quelque chose qui est réservé à la droite, hein, c'est aussi quelque chose qui est réservé à la gauche, et typiquement à la gauche radicale. Vous voyez, je m'intéresse pas mal aux intellectuels de gauche, des gens comme Frédéric Lordon, ou celui que j'ai oublié là, qui est communiste, mais Bégodeau, voilà, enfin il n'est pas communiste Bégodeau, c'est Lordon qui est communiste. François Bégodeau, c'est des gens absolument brillants, mais qu'on ne voit pas, qu'on reçu d'ailleurs, qu'on voit très peu, qu'on ne voit pas dans les médias, vous voyez, typiquement. Et de l'autre côté, à droite, même à la droite de la droite, il y en a certains qui clairement étaient bannis et qui étaient blacklistés. Et ils sont revenus sur certaines chaînes, même ils sont allés jusqu'à très loin, enfin très loin, c'est pas très loin, mais Renaud Camus, par exemple, est intervenu sur CNews, ça aurait été absolument impensable. Vous avez des gens comme Zemmour, effectivement, qui sont venus, des gens comme Mathieu Bock-Côté, qui est clairement sur une pensée qui est à l'opposé de France Inter. Et d'ailleurs, en parlant d'Éric Zemmour, quel est votre avis sur sa proposition récemment, donc s'il avait accédé au pouvoir, oui, de privatiser France Télé et Radio France? Alors, c'est une bonne idée sur le papier. Ensuite, moi, je me souviens que j'avais émis des doutes. Justement, on avait parlé de ça à l'époque, alors pas directement avec lui. Mais je me demandais si c'était pas un petit peu décalé le problème. Parce qu'en réalité, si on privatise... Alors, c'est bien, je suis d'accord. Sur le principe... Parce que finalement, tout le monde participe au financement. Je suis d'accord. Et je n'ai pas à financer...
un service public qui est à 90% de gauche. Et parce que le service public doit refléter l'ensemble des Français et l'ensemble des opinions des Français. Il aurait été plus intéressant, d'après moi, plutôt que de supprimer ce financement et de le privatiser, parce qu'en fait, privatiser, est-ce que ça va résoudre vraiment les problèmes de conformité intellectuelle? Prenons une chaîne typiquement conformiste, qui se définit comme telle, BFM TV. Oui. Est-ce que le fait de privatiser tout, ça ne va pas transformer ces chaînes en des espèces de petites BFM TV? Vous voulez dire qu'on peut être conformiste en étant privé? Oui, en fait. Et ça, malheureusement, c'est la limite de réflexion des libéraux qui ne définissent l'indépendance que vis-à-vis de l'État. En réalité, il y a des puissances privées qui ont aussi une certaine idéologie. Donc, à mon avis, vous voyez, une des solutions, enfin, je ne suis pas un politique au sens d'Éric Zemmour, mais moi, ce que j'aurais plus vu, c'est que, comme le problème, c'est la représentation des opinions, on aurait très bien pu imaginer que soit au niveau du CSA, soit au niveau de France Télévisions, on ait un collège de citoyens, ça ferait plaisir à choir, tiré au sort, qui nomme les patrons des différentes chaînes. Voilà. Et ouvertement, et on arbitrait en fonction des sensibilités. Par référendum d'initiative citoyenne. Si vous voulez, non mais moi ça ne me dérange pas qu'il y ait des chaînes du service public qui soient de gauche. Je n'attends pas une neutralité totale. Moi ce qui m'embête, c'est que ça ne soit que de gauche, ou en tout cas soit c'est gauche, soit c'est neutre conformiste, et conformiste quand même. Vous voyez, il faut une pluralité d'opinions, parce qu'encore une fois, c'est nous, par notre argent, qui finançons ces chaînes. Alors, il y a aussi une autre forme de pluralité d'opinion qui est parfois mise en avant, c'est quand elle concerne des médias qui appartiennent, pour la plupart, je parle bien sûr des médias privés, à des milliardaires. Le fait que la plupart des médias soient possédés par ces grandes fortunes, est-ce que c'est quelque chose qui vous choque, vous, en tant que citoyen, en tant qu'avocat? Bien sûr. De toute façon, la liberté d'expression, si elle est entre les mains, parce que réfléchissons un instant. Des milliardaires qui investissent dans des chaînes de télévision, bon, à la limite dans des chaînes de télévision, ok, mais parce qu'il peut y avoir une rentabilité par la publicité, donc ça, ok, parce que je raisonne d'un point de vue capitalistique. Mais en revanche, presse écrite. Voilà, quel est l'intérêt d'investir dans Libération? C'est totalement déficitaire. Mais Libération, si vous voulez, ils ont un avantage. Et c'est subventionné. Alors déjà, c'est subventionné. Et il y a une seule chose qui est très bien chez Libération, et c'est toujours très bien, c'est la seule chose que j'aime d'ailleurs, c'est le talent qu'ils ont pour faire des super unes, des unes choc. Ça, ils sont très très bons pour ça. Et pour le reste, c'est un torchon. Mais ce torchon a une certaine audience, non pas parce que les gens l'achètent, mais parce que les journalistes en parlent et en font la publicité. Vous voyez ce que je veux dire? Sur BFM, à un moment, on va évoquer les titres et on va parler de Libération. Ça va circuler sur les réseaux. Mais bien sûr, ils impulsent ces sujets. Puis d'ailleurs, souvent, la droite tombe dans le panneau, réagit aux unes dégueulasses, aux unes horribles de Libération, pas sur un plan esthétique, mais sur un plan politique. Et évidemment, ça a une influence politique. Et là-dessus, ces grands milliardaires, ces grandes fortunes, elles investissent non pas parce que ça rapporte, mais parce que c'est un pouvoir d'influence, en particulier dans les élections présidentielles, dans les élections intermédiaires, régionales, législatives, etc. Donc, il me semble effectivement... Alors, il ne s'agit pas de déprivatiser toute la presse, réfléchissons un instant, mais on pourrait réfléchir, vous voyez, par exemple, à faire en sorte, alors ça c'est du droit, mais à faire en sorte que les sociétés de presse, il n'y ait que des sociétés de presse qui ne puissent pas être contrôlées à plus de 30% par une personne, vous voyez. Réfléchir à des mécanismes qui garantiraient... on pourrait interdire typiquement à certains milliardaires de contrôler plus d'un certain nombre de titres de presse. Mais voilà, pour faire ce genre de choses, il faut faire passer des lois, il faut la volonté politique pour, et il faut bien réfléchir à ce qu'on va mettre derrière. Parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, regardez, pour Éric Zemmour, l'idée de privatiser, bon, bah très bien, ok, sur l'instant, ça va peut-être aider, mais après, qu'est-ce qui se passe si demain, dans le privé, on retrouve le même problème? Donc il faut réfléchir sérieusement à ces problèmes, parce que c'est un problème. Très clairement, c'est un problème. Alors voilà pour cette introduction donc, sur la liberté d'expression qui nous est si chère dans cette émission ici, dans Les Incorrectibles. Alors on va bien sûr dans un instant revenir sur cette actualité politique très riche, mais juste avant cela, on parlait notamment de presse écrite. Il y a eu en cette fin de semaine une sorte d'imbroglio autour d'une information du Point qui concerne justement, on va en parler par rapport sans doute, ça n'est sans doute pas étranger au fait qu'ils aient été élus députés de cette nouvelle législature. Donc Raquel Garrido et Alexis Corbière ont été victimes
apparemment, semble-t-il, puisque le directeur du Point en personne a démenti l'information parue juste un peu plus tôt, qu'ils aient, alors vous avez suivi cette information, qu'ils auraient embauché une employée de maison sans la déclarer, avec des textos fortement interpellants, si je puis dire. Et donc, il semblerait que c'était une fake news, ou en tout cas que l'information ait été fausse. Et puis payer l'Inspire, semble-t-il aussi. Bah, évidemment, pas déclaré. Oui, c'est parmi les reproches qui étaient faits donc, à Raquel Garrido et donc à Alexis Corbière. Mais c'est assez rare que ça touche un média dit de droite, justement, puisque là on parle du Point, et un média dit mainstream. Je vous corrige, de centre-droit, disons. De centre-droit, diriez-vous. Non, mais surtout un média dit mainstream, c'est-à-dire que le Point, c'est quand même une institution. Bien sûr. Je pense que ça peut faire, et ça va faire moyenne, c'est sur le salon. Donc, qu'est-ce que ça dit? Alors d'abord, quel est votre regard sur cette info qui est sortie et qui a été très peu de temps après démentie par le directeur du Point en personne? Alors, plusieurs remarques. Déjà, effectivement, sur les faits, il y a quelque chose d'assez surprenant. Il y a des faits troublants. Vous me disiez hors antenne, on va le dire. Raquel Garrido est avocate de profession. Je ne sais pas quelles sont ses qualités, je ne préjuge de rien, mais si vous voulez, quand on lui en trouviez beaucoup. Politiquement, ensuite, moi sur le plan juridique et humain, je ne la connais pas et je ne veux pas en préjuger. Je ne la connais que sur le plan politique et je suis aux antipodes, effectivement, de ce qu'elle représente. Mais voyez-vous, j'enseigne... Elle est avocate, c'est ça? Elle est avocate et j'enseigne à la faculté et je sais que dès la première année, on fait du droit de la preuve, voyez-vous. Donc quand on a fait un petit peu d'études de droit et qu'on a dépassé la L1 droit, ce qui est le cas des avocats, on fait très attention à ce qu'on écrit. Et on sait que les SMS peuvent être utilisés, c'est une jurisprudence constante de la Cour de cassation, comme une preuve. Alors, on vous rappelle le contexte, il y a eu vous le dire. Voilà, il y a eu des échanges, deux captures d'écran d'échanges SMS où elle parle effectivement... Elle parlerait. Effectivement, elle parlerait très mal à son employé non déclaré, mais en plus elle fait des fautes. D'ailleurs, alors bon, Raquel Garrido a un côté poissonnière, donc à la limite c'est peut-être possible qu'elle s'exprime comme ça, mais... Attention, vous allez être attaqué en diffamation là. Oui, bah non, mais c'est factuel, il suffit de regarder la télévision. Enfin, là, j'ai pas de diffamation là-dessus, c'est factuel. Sur les poissonnières. Oui, alors que vous avez quelque chose contre les poissonnières? Non, c'est elle qui pourrait se plaindre. Hein? Mais alors, c'est très bien pour les poissonniers, moi je trouve. C'est plutôt un compliment. Non, mais bref, là en l'occurrence, quand on est avocat et quand on a fait un peu de droit de la preuve, on n'écrit jamais ce genre de choses. D'accord? Donc, a fortiori quand on est député, ou qu'on va devenir député, ou qu'on est une personnalité médiatique, parce que Raquel Garrido est une personnalité médiatique. Donc, ça m'a paru effectivement assez étrange. Ça, c'est une première remarque. Donc, qu'elle écrive, c'est ça, et qu'elle consigne, si tant est qu'elle les fait, ses propos? Bah oui, enfin qu'elle consigne, en fait, quand elle envoie le texto, la personne le reçoit, et elle est propriétaire des textos qu'elle reçoit. Donc ça, c'est assez surprenant. Si vraiment elle avait voulu le faire, normalement, elle aurait, je vais dire à sa place, entre guillemets, si j'avais fait quelque chose comme ça, j'aurais appelé, j'aurais pris mon téléphone, j'aurais pas laissé de trace écrite. Et puis, deuxième chose, effectivement, c'est le démenti qui est intervenu. Alors, le démenti qui est venu du rédacteur adjoint du Point, je crois. Ah oui, même du directeur. Du directeur du Point. Et effectivement, alors c'est un démenti prudent, mais qui dit il y a eu des erreurs, il y a des inexactitudes. Et il dit ça très peu de temps après la publication de cet article. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des coulisses, mais je pense qu'à mon avis, on va voir ce qui s'est passé, hein, parce que... Je vous lis exactement ce qu'il a écrit, c'est Étienne Gemel. L'article que nous avons publié sur Raquel Garrido et Alexis Corbière a fait l'objet d'un démenti très ferme des intéressés. Les vérifications complémentaires que nous avons menées nous ont révélé que des erreurs et manquements à la prudence avaient été commis. Nous retirons donc l'article et poursuivons l'enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Nous présentons nos excuses plates et sincères à Raquel Garrido, Alexis Corbière ainsi qu'à nos lecteurs. Plate. Ouais, non mais en fait, c'est... Entre les lignes, on comprend très bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'en gros, à mon avis... Parce qu'il va être attaqué en diffamation, c'est évident, son canard. Et à mon avis, ce qui s'est passé, enfin, je ne sais pas, je ne suis pas un secret coulisses, mais peut-être que la journaliste le journaliste n'a pas bien authentifié le texto. Est-ce que ce texto était vrai? Est-ce qu'elle l'a vu sur le téléphone? Est-ce qu'elle a pu vérifier qu'il n'était pas préfabriqué? Est-ce qu'elle a vérifié le numéro de téléphone? C'est un homme, donc je disais, il aurait été instrumentalisé, vous pensez? Encore une fois, je ne suis pas un secret des coulisses, mais en fait, j'ai beaucoup vu circuler dans les réseaux sociaux hier, et notamment dans les milieux de gauche, ces remarques, et aussi du point de vue des journalistes. D'ailleurs, même journaliste de CNews qui parlait de ça. Il s'appelle Aziz Zemouri, le journaliste en question. D'accord. Et en l'occurrence, je me souviens du journaliste de CNews qui reprenait cette affaire et qui disait...
avant toute chose, il faut qu'on soit bien sûr que le texto a été authentifié. A-t-il été authentifié? Et il n'y a pas eu de réponse là-dessus, et la gauche a un peu réembrayé sur Twitter. Mais sans tomber dans le complotisme, pourquoi je vous demande ça? Parce que est-ce que vous pensez, d'abord, il y en a beaucoup qui s'en sont étonnés, pourquoi cette information, si tu tant est manques de qu'elle professionnalisme, il ne faut pas chercher plus loin, si c'est vraiment le cas. Hein. Pourquoi maintenant? Oh non, j'y crois pas. Non, j'y crois pas. Enfin, honnêtement, encore une fois, moi c'est horrible de discuter de ça parce que je suis avocat et je sais qu'on ne peut pas discuter sur du vent comme ça. Mais si on fait un peu de prospective... vous accepteriez de la défendre, Raquel Garrido, si elle venait vous voir par exemple? Même si vous ne partagez pas ses opinions Oui, j'accepterais politiques. de la défendre, même si ce n'est pas ma spécialité. Ça serait même amusant. J'accepterais de la défendre, oui. D'accord. Voilà, vous voyez, je ferai mon travail. Ensuite, je vous dis, moi, il y a quelque chose effectivement d'assez étrange. C'est vrai, peut-être dans le moment, tout simplement, c'est peut-être cette femme de ménage, il y a peut-être eu quelque chose qui est mal passé avec Raquel Garrido et elle, et puis elle a surexploité, enfin, cette femme de ménage a surexploité peut-être quelque chose, elle a peut-être inventé, fabriqué, le journaliste est tombé dans le panneau, et puis là, le journaliste est piégé, quoi. Mais je crois pas, enfin, moi, je n'arrive pas à croire, c'est ma conviction, hein, je n'ai pas de preuve, mais je n'arrive pas à croire que, surtout 24 heures après, on voit les réactions et le démenti du Point, j'arrive pas à croire que ce soit le journaliste qui ait tout inventé de lui-même. À mon avis, ça vient, s'il y a un mensonge dans cette histoire-là, il n'est pas du côté du journaliste, il est du côté de la femme de ménage. Alors, en tout cas... je ne peux pas en dire plus, parce qu'encore une fois, c'est très difficile de commenter quelque chose où on n'a pas encore tous les éléments, mais voilà ce qu'on peut en dire. Juste pour terminer et clore ce petit écho des gazettes de la semaine, on parlait d'Éric Zemmour qui... alors là aussi, c'est assez intéressant à relever, vous le soulignez à juste titre, qui avait triplé, voire quadruplé les audiences de la tranche horaire à laquelle il participait quand il intervenait sur CNews. Éric Zemmour a refait parler de lui aussi à son corps défendant, je suppose, cette semaine, puisqu'il y a eu d'ailleurs l'un de nos derniers invités, Gilbert Collard, y avait participé. Il y a on va dire une réunion mardi dernier. Vous en avez parlé du coup, Gilbert Collard? Non, c'était avant justement. Je l'avais eu juste avant qu'il intervienne dans cette réunion. Il y avait une réunion de débrief des élections législatives et je pense présidentielles qui avait lieu mardi dernier. Une réunion au cours de laquelle Éric Zemmour aurait tenu des propos. Alors là aussi, au conditionnel, puisque nous n'y étions pas, mais en tout cas, Jacqueline Moreau, alors c'est assez surprenant parce que c'était un des fidèles soutiens d'Éric Zemmour, a rapporté, et notamment sur Twitter là encore, que ses propos étaient, selon elle, vrais, qu'il aurait tenu des propos, on va dire, pour le moins assez étonnants, méprisants, à l'égard des classes dites populaires, qu'il aurait qualifiées, je cite, d'après ce qu'écrit Jacqueline Moreau, d'analphabètes. D'abord, est-ce que vous y croyez? Et d'autre part, quel sentiment ça vous a inspiré? C'est deux questions qui apportent la même réponse. Moi, je n'en sais rien, en fait, si vous voulez. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer 2 fois Éric Zemmour. Ces résultats d'audience ne se sont pas convertis en résultats électoraux. Ça, on va en parler juste après. Ah oui, si vous voulez. D'abord, sur cette réunion, sur ses propos, sur ce, on va dire, parler vrai dont il est coutumier. Moi, je l'ai jamais entendu. Alors, encore une fois, moi, je l'ai rencontré 2 fois. Moi, j'ai plutôt un avis positif sur Éric Zemmour. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré. Vous pensez qu'il a tenu ses propos d'abord? J'admire toujours beaucoup. Ça vous étonnerait pas? Pas dans ces termes. Ou dans le contexte? D'ailleurs, pour l'instant, ça a été rapporté uniquement par des personnes qui lui sont hostiles, notons-le. Jacqueline Moreau, je ne sais pas très bien quels sont ses rapports aujourd'hui avec Éric Zemmour. Je veux dire, soyons clairs. À mon avis, il y a aussi un peu d'instrumentalisation aussi là-dedans, parce que, encore une fois, je dis peut-être qu'au départ, il y a un petit écran, il y a une petite origine de vérité, et puis c'est monté en épingle, et parce qu'en réalité, on voit bien qu'il y a des tensions au sein de Reconquête, tensions qui sont amplifiées par le résultat spectaculaire du Rassemblement national, qui fait qu'évidemment Reconquête va avoir du mal à rebondir, parce que Reconquête était là pour, on en parlera, mais effectivement pour reprendre le leadership dans le camp national sur le Rassemblement national, et là, vu le résultat des élections, ça sera compliqué. Mais sur Éric Zemmour, sur Éric Zemmour, moi, ça me paraît surprenant. Moi, en fait, je veux vous dire une chose, et là, c'est mon avis personnel. C'est toujours mon avis personnel, mais vraiment très personnel. Moi, j'ai la conviction qu'Éric Zemmour est quelqu'un qui est sincère et qui aime les gens. J'en ai vraiment la conviction. Je ne le vois pas dire ça. Pas dans ces termes.
peut-être, mais je veux pas me mettre à la place. Je suis pas son ami, je suis pas un intime, donc ça m'embête d'avoir à parler de ça. Mais du peu de ce que j'ai côtoyé de lui, et encore une fois, je vous dis 2 fois, et ce que j'ai suivi, parce que moi j'ai suivi Zemmour pendant des années. Je suis parti d'une génération qu'il a découvert sur On n'est pas couché, où j'avais 15-16 ans. Voyez, donc j'ai un lien assez particulier aussi. Toute une génération de jeunes d'ailleurs qui s'est engagée après avec lui, la génération Zemmour a un peu ça aussi derrière. Donc moi je le vois plutôt comme quelqu'un de sincère et plutôt avec un bon fond. Peut-être dans un mouvement d'humeur a-t-il dit ça, mais certainement pas en ces termes. Je ne le crois pas en tout cas. Je ne le crois pas. Et pour l'instant, les seuls échos de confirmation qu'on a, c'est plutôt des gens qui sont plutôt en hostilité avec lui ou avec son entourage. Vous avez vu, ça a été encore sa semaine à lui, puisque le Canard enchaîné cette semaine aussi a révélé qu'il avait été dégagé du Ritz où il venait se baigner. Ouais. En même temps, va-t-il aller à la piscine municipale ? Mais est-ce qu'il va aller à la piscine municipale ? Cercle Interallié, pardon. Oui, le cercle Interallié. Oui, mais est-ce qu'Éric Zemmour peut aller à la piscine municipale sans se faire emmerder ? Non mais sérieusement, c'est une vraie question, quoi. Donc il est obligé d'aller au Ritz. Disons au Ritz, c'est quoi ? C'est dans un club privé dans la capitale, parce qu'Éric Zemmour habite à Paris. À 5 500 € quand même l'année. À 5 500 € l'année. Ah bah ça c'est clair que même moi, si j'étais dans cette situation, j'irais pas là. Puis de toute façon, j'aime pas la piscine. Mais bref. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment en écho, on en parlera après, avec ce qui se passe au niveau du Rassemblement national. Non mais là encore, le décalage, pardon, mais ouais. C'est vrai que sans évidemment... Mais regardez tout ça maintenant. Relever... Pourquoi tout ça maintenant ? C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que vous pensez que ça puisse choquer, voilà ce que je veux dire. Bien sûr que ça choque, évidemment que ça choque. Parce qu'il y avait peut-être d'autres piscines privées que le Ritz. Ah ouais, non mais je suis d'accord. Ah mais moi je distingue, alors ensuite je distingue la vie privée de la vie publique, enfin de l'engagement d'Éric Zemmour, pour lequel je dis, hein, j'ai de la sympathie, et j'ai toujours eu une certaine sympathie, sans être avec lui et derrière lui pour l'élection. Ensuite, oui, la vie privée, entre guillemets malheureusement, heureusement il fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que oui, une piscine à 5 500 €... c'est pas terrible. Hein. Allez, et puis le dernier, ou la dernière, j'allais dire presque people, vous voyez un peu la gravité du propos. C'est une nouvelle élue de la République, elle est députée. On va parler bien sûr après de votre analyse sur ces résultats des législatives. C'est cette nouvelle élue de NUPS, on ne sait plus comment on prononce, Rachel Keke. Vous savez, cette ancienne femme de ménage de l'hôtel Ibis, alors dont on a ressorti, parce que là c'est intéressant, on parlait des médias mainstream, juste avant vous rappeliez à juste titre que ce qui dictait aujourd'hui les tendances, c'était bien souvent les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, ils ont de la mémoire. C'est-à-dire qu'on arrive à ressortir des publications, même d'ailleurs parfois supprimées. Je crois qu'il y a nombreux, je crois que c'était Emmanuel Gave qui en avait fait les frais à une époque. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça dit, puisqu'on a ressorti, exhumé donc des bas-fonds des réseaux sociaux, des posts de cette personne qui était plutôt surprenant, où elle était plutôt, on va dire... Partager du F de souche, par exemple. Qui était plutôt soutien de Marine Le Pen, et puis elle s'en est bien vous voulez dire éloignée. Oui, son community manager, parce que c'est pas elle qui a rédigé le message, je pense. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? C'était pas le même style que les autres messages, vous voyez ? C'était assez policé, donc je pense qu'effectivement, c'est son nouvel attaché parlementaire qui a fait le premier post Facebook. Bon, là, ça dit quoi encore Si, ça dit quelque chose. Non, ça dit quelque chose. Ça dit que ça dit 2 choses. Déjà, premièrement, dans la France insoumise, qui a multiplié par 2 ou par 3, je crois, son nombre d'élus, hein, parce qu'on ne parle pas de toute la NUPES, là, on parle des élus députés France Insoumise. 84 députés France Insoumise à l'intérieur. Je crois qu'avant, ils en avaient une vingtaine, c'est même multiplié par 4, vous voyez. C'est un peu la même chose que le RN, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des profils qui n'étaient pas du tout des profils politiques et des profils qu'on s'imaginait élus. Et ces profils arrivent, parce que on peut faire beaucoup de reproches, et j'en fais beaucoup à l'extrême gauche, des reproches, c'est un ennemi, mais normalement, il y a des gens pour vérifier en amont. Vous savez, quand vous passez dans une commission d'investiture, il y a des gens qui, à la loupe, regardent toutes vos déclarations. Moi, j'ai jamais été investi, je suis jamais allé nulle part, mais j'ai des connexions dans différents milieux politiques. Je sais par exemple qu'au Rassemblement national, quand on passe devant une commission d'investiture, vous pouvez être sûr, mais que le compte Twitter a été passé au laser, le compte Facebook aussi. D'accord ? Donc, typiquement... C'était peut-être pas le cas à une époque. C'était peut-être pas le cas à une époque, je vous l'accorde, mais il y a très peu de temps, ça l'était. En tout cas, là, pour Rachel Keke, j'imagine que... là, ils auraient dû, normalement, passer au laser. Ils ne l'ont pas fait, en tout cas pas fait pour tout le monde, parce qu'ils ne s'imaginaient sans doute pas que cette dame allait devenir députée de la République. Voilà, c'est ça aussi ce que ça veut dire, c'est que ça leur a un petit peu échappé. Alors maintenant, est-ce que ça va se traduire ? Moi, il y a un truc qui m'a frappé quand j'ai écouté l'allocution de Rachel Keke. Écoutez bien, quand elle est élue, elle s'adresse à la presse et elle dit « Merci à la France ». C'est intéressant ça, « Merci à la France ».
C'est un discours, c'est un langage, et c'est ça ce qui me fait dire que c'est logique qu'elle est partagée du F de souche. Je ne l'ai pas entendu parler de la République. Vous voyez, un Corbière, il aurait dit la République a fait le choix de mettre en avant un des siens, nous incarnerons une opposition républicaine. Elle a parlé de la France. Merci à la France, merci aux Français. Elle a parlé de son parcours, d'intégration, je crois, etc. Bon. Ça me fait dire que voilà, c'est des profils. Moi, je trouve ça intéressant comme profil. Je trouve ça intéressant. Bon, ensuite, personnellement, c'est vrai que quelqu'un qui a un accent très africain et une manière très africaine de parler, qui arrive à l'Assemblée nationale française, c'est un peu comme Eva Joly. C'est vrai. Eva Joly qui arrivait pour être candidate à la présidence de la République avec un accent, je crois, norvégien ou suédois, je ne sais plus, à couper au couteau. Bon, j'ai rien contre la Suède et la Norvège. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Donc là aussi, ça fait un peu bizarre. Mais elle peut réserver des surprises. Typiquement, quand je vois qu'elle a partagé du F de souche ou des publications favorables à Marine Le Pen, peut-être que ça peut être quelqu'un qui peut être hors champ. Donc pourquoi pas. De toute façon, on va s'amuser avec cette Assemblée nationale, on va s'amuser. On va s'amuser. En tout cas, ça semble déjà être bien parti pour qu'on s'amuse. Enfin, peut-être pas pour certains. Non. Alors, justement, venons-en à cette actualité à présent majeure. Donc, c'est bien sûr les résultats de ces élections législatives. J'aimerais bien avoir votre regard là-dessus. Tout d'abord, on va commencer peut-être par le plus important, à savoir, bien évidemment, le fait, et c'est inédit, on ne cessera jamais de le rappeler, que le président de la République, Emmanuel Macron, n'a donc pas obtenu de majorité absolue. Alors d'abord, vous qui êtes un fin observateur politique, est-ce que ça vous a étonné? Est-ce que vous y attendiez? Je vais vous faire une confession, je ne me suis jamais autant planté pour un pronostic à l'occasion d'une élection, mais jamais de ma vie. J'ai une petite consolation, c'est que personne n'avait prévu, alors non pas la majorité relative de Macron, mais tous les observateurs. Oui, on s'est tous plantés, mais le plus impressionnant, certains observateurs disaient majorité relative pour Macron. Moi, j'y croyais pas. Moi, je vais vous dire, j'imaginais une majorité large pour Emmanuel Macron. Large. Parce que je le disais, la NUPES est un repoussoir et le RN est un repoussoir au second tour. Donc, en fait, mécaniquement, le seul qui n'est pas un repoussoir, c'est LREM. Sauf que alors que les élections LREM est devenu un repoussoir. Législatives intervenaient seulement quelques semaines après la présidentielle. 2 mois. Et ça, c'est un détail aussi important parce que, vous l'avez dit, effectivement, j'observe assez bien la vie politique. Il y a un autre inédit dont on n'a pas parlé. Traditionnellement, l'élection législative a lieu 1 mois après l'élection présidentielle. Elle a eu lieu 2 mois après. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait quelques articles qui évoquaient la possibilité pour Macron de dissoudre immédiatement après avoir été élu. Pourquoi? Pour éviter d'avoir 2 mois à souffrir. C'est vrai que les résultats n'auraient pas été les mêmes si l'élection avait lieu. Il n'y aurait pas eu le Stade de France, voyez-vous. Ça joue, ça. Alors, il y aurait eu Pape Ndiaye, nommé. Ça a joué sans doute pour refroidir une partie de l'électorat de Macron. Alors, le Stade de France, l'état de grâce, raté. Absolument. L'énorme raté, le scandale où Darmanin est toujours ministre. Tout le monde est responsable, mais personne ne démissionne, quoi. C'est ça qui est formidable, quoi. Les pauvres Anglais, quoi. Ça a joué. Oui, voilà, anglais, oui, c'est ça. Donc, ça a sans doute joué parce que l'état de grâce, pour Macron, il s'est raccourci considérablement. L'avantage de l'élection législative 1 mois après, c'est qu'on est sur la poursuite de l'état de grâce. Et c'était d'autant plus surprenant qu'en plus Emmanuel Macron avait fait un meilleur score au premier tour de l'élection présidentielle en 2022 qu'en 2017. En 2017, il fait 24%. En 2022, il fait 28%. Voilà. La vraie surprise, elle n'est pas venue, même pas de la NUPES en fait. Elle n'est pas venue du premier tour de l'élection législative. Pour moi, les résultats étaient assez clairs, même s'il y avait une petite poussée du RN, on la voyait quand même. Au premier tour, ils étaient à 19%, moi je les imaginais plus à 16%. Mais bon, pas très loin. La vraie surprise, c'est le second tour. Parce qu'au second tour de l'élection, 89 députés RN, c'est ça ce qui fait pas de la majorité à Macron. La NUPES, dans les sondages, elle était entre 100 et 200, elle termine à 132. Il manque combien de sièges à la majorité pour être absolu? 50, 45 pour être précis. Le RN passe de 8 à 89 députés. Dans les projections, il était à 20-40. Bah, vous l'avez, votre perte de majorité, elle est là. Moi, j'ai pensé naïvement au soir du second tour de l'élection législative que si le RN avait fait autant de députés, c'est parce qu'il y avait un repoussoir qui s'appelait NUPES. J'ai passé au crible, surtout que ça m'a un peu interpellé quand même, toutes les circonscriptions où le RN a été élu. 89 députés RN. Et dans des cas de duel, et non plus triangulaire. Je l'étais tout en tête. 54 élus Rassemblement National face à LREM, seulement 31 face à la NUPES. Donc c'est pas la NUPES qui a joué autant la montée du Rassemblement National, c'est LREM, et parfois sur des cas de figure spectaculaires. Et dans des cas de duel Et 2 triangulaires et 2 élections contre LR. Seulement 2 triangulaires. Seulement 2 triangulaires. Seulement 2 triangulaires. Le reste, c'est des duels. Et il y a des cas assez spectaculaires. Je vais vous donner un cas, vous allez comprendre, parce qu'il y a des députés maintenant RN dans l'Île-de-France, ce qu'on n'aurait jamais imaginé, parce que l'Île-de-France, c'est la région où le RN fait ses plus mauvais scores. Vous avez un cas, je crois que c'est la 4e ou la 7e de l'Essonne, je ne sais plus. La seule circonscription de l'Essonne où il y a un député Rassemblement National qui a été élu. Au premier tour, la NUPES arrive en tête dans cette circonscription avec 24%.
le RN est à entre 19 et 21%. Eh bien, le RN est élu à 52%. Ça, c'est spectaculaire. Ça veut dire qu'il y a Comment vous l'expliquez ? Alors, je vais vous expliquer. À côté de ça, la Seine-Saint-Denis, une radia de la NUPES. Oui, complètement, mais ça c'est logique, ça c'est tout à fait logique. Mais en fait, avant, et c'est ça ce que je n'ai pas vu, ce que personne n'a vu d'ailleurs, un candidat au Rassemblement national au premier tour, quand il faisait 30-35% de circonscription, il faisait 10 à 12 000 voix. Bon. Et au second tour, il ne prenait que 1000 voix. Là où son adversaire avait le Front républicain pour lui, et il gagnait 10 000 voix et il l'emportait. Là, ce qui s'est passé, j'étais avec un député de la 7e circonscription de l'Hérault, Aurélien Lopez, qui m'expliquait, mais il dit, moi je fais 15-16 000 voix au premier tour, j'en fais 25 000 ou 26 000 au second. Ils prennent énormément de voix au second tour. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première raison, et on ne l'a pas assez vu au second tour de l'élection présidentielle, où malgré tout Marine Le Pen a fait 42%, même s'il y a des sondages qui les mettaient à 49%. Près de 13 millions de voix. Il s'est passé quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, les gens ont vraiment passé un cap psychologique. Et ça s'est vu avec ces reports de voix au second tour, que ce soit face à LREM ou face à la NUPES. Et deuxième élément, c'est la victoire posthume d'Éric Zemmour, à l'insu de son plein gré. Enfin, à son insu plutôt. Parce qu'il a joué le rôle de paratonnerre pour Marine Le Pen pendant toute cette élection présidentielle. Il l'a normalisé, absolument. Il a fini de la banaliser. Il a pris toutes les fautes du politiquement correct. Et là, on parle de dédiabolisation. Mais là, la dédiabolisation, on est plus loin. Là, c'est l'institutionnalisation, avec 89 députés à l'Assemblée nationale, une vice-présidence. Est-ce que vous imaginez la puissance psychologique et symbolique dans une semaine de probablement Sébastien Chenu, qui sera vice-président du groupe, vice-président de l'Assemblée nationale, qui tapera avec le marteau en haut de l'Assemblée du perchoir et qui dira « Mes chers collègues, un peu de silence ». C'est rien, ce genre d'image. Mais ça dit tout sur l'institutionnalisation. Vous vous rendez compte, on a changé de monde, là. On a vraiment changé de monde. Eh bien, Éric Zemmour a joué un rôle de paratonnerre qui s'est poursuivi après, dont les fruits ont été vraiment récoltés aux élections législatives. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu un tel report de voix. C'est ça la grande surprise. C'est le second tour de l'élection législative. C'est pas la NUPES qui empêche. Alors, il fallait la NUPES, évidemment, pour faire en sorte que Macron n'ait pas la majorité absolue. Mais c'est la NUPES et le Rassemblement national. Donc c'est ça la grande surprise. La commission des finances, vous pensez qu'ils vont l'obtenir, la présidence ? Alors, il y a un type. Alors, en l'occurrence, là, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est d'ailleurs une petite parenthèse absolument incroyable. Et peu de gens l'avaient relevé, qu'Éric Woerth se soit maintenu à la présidence de la commission des finances lors de la précédente législature, alors qu'il était passé à la République en marche et qu'il aurait donc dû déontologiquement démissionner. Alors, il avait je ne sais pas refusé. s'il était passé à la République en marche. Il était quitté les Républicains, mais je ne crois pas qu'il ait adhéré à la République en marche, ou il ne siégeait pas dans le groupe LREM. Non, mais en tout cas, il était candidat donc de la majorité présidentielle. Oui, après, vous avez raison. Oui, mais dans ce laps de temps, l'Assemblée ne se réunit pas. Donc il n'y avait pas à lui enlever ce poste. Là, donc vous pensez que le RN pourrait obtenir la présidence de cette commission si sensible ? En toute logique républicaine, oui, il devrait. Maintenant, dans le cas de figure que nous vivons et dans tous ces petits arrangements... Ensemble, ils vont peut-être voter. Il y a une certitude, c'est que LREM et LR sont tous les deux d'accord pour faire bloc pour que la NUPES n'ait pas cette présidence de la Commission des finances. Expliquons juste un instant ce que ça veut dire. Et Gérard Larcher, pardon encore, et je vous laisse conclure là-dessus. Oui, c'est prononcé en faveur. C'est quand même absolument, là aussi, jamais vu. Je vais expliquer pourquoi. Je ne vais pas vous faire un exposé sur la Commission des finances, mais disons que la Commission des finances, c'est la commission la plus importante. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui valide en amont le projet de loi de finances. C'est le budget de l'État. D'accord ? Donc évidemment, le président de la Commission des finances, il a un pouvoir en termes d'ordre du jour, enfin, c'est un rouage essentiel. Il y a aussi un deuxième sujet qui fait très très peur à LR. C'est que le président de la Commission des finances a le pouvoir de lancer une commission d'enquête. Et de lever le secret aussi fiscal. Le secret fiscal, et il peut commander une enquête fiscale directement auprès de Bercy, et Bercy est obligé d'y obéir. Donc évidemment, la NUPES a quelques idées d'enquête fiscale en tête. Et c'est ça ce qui fait très peur. Je le dis, parce que c'est ce qui a été dit par Woerth et par Larcher, donc ils sont transparents là-dessus. Ils ont peur que la NUPES instrumentalise, je mets ça entre guillemets, la présidence de la Commission des finances pour qu'elle devienne un outil de contrôle, non plus tant du budget de l'État, mais de particuliers. Y compris de particuliers, bien sûr, vous pouvez tout contrôler. Des entreprises. Particuliers, entreprises. Non, vous avez accès à tout, évidemment. Et Bercy est obligé de se soumettre. Obligatoirement. C'est un pouvoir terrible, c'est un grand pouvoir que celui de la Commission des finances. En principe, le règlement de l'Assemblée... potentiellement d'affaires colossales.
Ça peut aboutir à... S'il y a des choses à cacher. En tout cas, oui, s'il y a des lièvres, la NUPES va les trouver. Mais ce serait une erreur de penser que le RN ne va pas forcément enquêter. Moi, je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est la crainte des Républicains et de la majorité. L'arbitre, surtout des Républicains, l'arbitre, en l'occurrence, ce sera LREM. Est-ce que LREM est prêt, il y a quelques signes positifs, à donner la présidence de la Commission des finances? À ne pas voter, mais c'est une tradition. Mais dans les faits, il pourrait C'est une tradition et c'est une obligation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ensuite, c'est l'opposition, mais on ne dit pas quelle opposition c'est. Et il y a 3 oppositions possibles, soit la NUPES, soit LR, soit le RN. En l'occurrence, pour le RN, ce serait Jean-Philippe Tanguy. Alors Jean-Philippe Tanguy, ça fait partie des profils très très câblés et très très pro du front. Donc il n'y a aucun doute pour qu'il puisse prendre la tête de la présidence de la Commission des finances. On a souvent laissé entendre, et justement les détracteurs du Rassemblement national, qu'il n'avait pas des compétences économiques. Non, ça a changé. Parce qu'en fait, il y a eu profils, il ne les avait pas. Alors, il y a eu 2 changements. Je ne crois pas trahir tout ce que je sais, mais en particulier le plus récent, c'est qu'il y a eu une vague de collaborateurs anciens proches de Dupont-Aignan. Je pense à Alexandre Loubet, à Thomas Ménager, et bien sûr surtout à Jean-Philippe Tanguy, et puis Aurélien Lopez. Il y en a d'autres. Et puis le porte-parole de l'Est, dans l'Est qui m'échappe, j'ai oublié son nom. Tant pis. Enfin tant pis, désolé. Non, attendez, j'avais aussi un autre ça nom. Se termine par I, mais j'ai oublié son nom. Bon, enfin, je ne vais pas dire peu importe, voilà, je l'ai oublié, mais c'était des gens qui nous regardent. C'est corrigé. C'était des gens qui étaient chez Dupont-Aignan avant et qui véritablement faisaient tourner la machine. D'accord ? Ces gens-là sont partis au RN. Donc ils avaient une expérience et de faire tourner à eux seuls quasiment un parti. Dupont-Aignan se reposait intégralement sur eux. D'ailleurs, vous noterez que Dupont-Aignan, l'appareil est mort depuis que ces gens sont partis. L'avenir français. Depuis que ces gens sont partis, c'est terminé. Donc ça a joué dans la professionnalisation. La difficulté aujourd'hui, c'est que tous ces gens-là se sont retrouvés députés. Donc, évidemment, il n'y a plus d'opérationnel, ou en tout cas, ça va être plus compliqué de faire les deux. Surtout que l'Assemblée, il va y avoir énormément de boulot. Donc, il y a eu ça, et puis, il y a eu une certaine professionnalisation aussi, je dirais, après 2017. Mais c'est vrai que tout ça, ça s'est fait lentement. Jordan Bardella est arrivé à la tête du parti. Il a amené avec lui des gens qui étaient, certains attachés parlementaires et qui en fait l'aident et qui... Oui, le fait d'avoir des députés européens et les attachés parlementaires, ça aide aussi pour professionnaliser tout ça. Donc ça aussi, je pense que ça a beaucoup joué. Mais c'est vraiment la conjugaison des deux. En tout cas, là, le plus récent, c'est clairement l'arrivée des anciens de DLF. Donc là, en l'occurrence, celui qui est proposé, c'est Jean-Philippe Tanguy, qui est assez spécialisé sur toutes les questions énergétiques, qui a pas mal de connaissances sur l'affaire Alstom. Vous pourriez l'interviewer, ça peut être intéressant, parce que lui, président de la commission des finances sous l'affaire Alstom, je pense que tout ne se serait pas passé de la même manière. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne chose s'il arrive à la présidence de la commission des finances. Donc ça, oui, ça a joué, et ça a joué dans la professionnalisation. Maintenant, la difficulté pour le Front, j'ai envie de dire, c'est qu'ils ont envoyé trop de députés. Et surtout, attendez, 89 députés, ça veut dire qu'il faut recruter 200 à 300 collaborateurs. Mais où vont-ils les trouver ? Où vont-ils les trouver en interne ? Ils vont être obligés d'aller recruter. Et dans ces 89 députés, je vous dis, il y avait des profils qui étaient des profils qui travaillaient au siège et qui étaient des profils professionnels, très câblés. Je pense à Caroline Parmentier, voilà. Alors typiquement, l'arrivée de gens compétents, Caroline Parmentier. Caroline Parmentier, c'est Madame Presse, c'est elle qui a tout fait. Elle se retrouve députée aujourd'hui. Elle ne va pas pouvoir tout gérer aujourd'hui, Caroline. Donc ça va être une vraie difficulté cornélienne, si j'ose dire, puisque bon, ils sont devenus députés, mais il va falloir recruter des profils, les former, voilà. Revenons un instant un petit peu à l'arithmétique de ces résultats des élections législatives, parce que je crois que vous avez omis, sauf votre respect, le premier parti d'opposition. Est-ce que ce ne serait pas tout simplement le premier parti de France, avant même celui du parti présidentiel, à savoir l'abstention? Oui, bien sûr, mais toutes les élections législatives, c'est comme ça. Elle est quand même colossale. Notez une chose, il y a eu moins d'abstention. Alors c'est toujours trop. Donc on rappelle les chiffres. Vous avez raison. Alors attendez, c'est 46% pour le second tour et il y a eu 52% d'abstention. Pour le premier tour. Et pour le second tour, il y a eu, je crois, je ne sais plus exactement, 54%, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu entre le second tour des élections législatives de 2017 et le second tour des élections législatives de 2022, 3,4 points de participation en plus.
Donc les gens, c'est intéressant, se sont mobilisés, typiquement pour faire barrage à Macron et l'empêcher d'avoir les pleins pouvoirs. Mais oui, vous avez raison, évidemment. Parce que vous qui êtes avocat, est-ce que ça entache pas quand même la légitimité de cette élection, de ces élections? L'égalité ou légitimité, ça c'est un vrai débat. Il est clair qu'une assemblée élue avec moins de 50% du corps électoral, ça pose question, en comparaison de ce qu'on avait avant, où il y avait 70%. Non mais c'est un problème, c'est une évidence, mais c'est... tout dépend de la posture, c'est-à-dire que moi je suis très cynique, les gens ont choisi de s'abstenir. Oui, bien sûr. C'est incroyable quand même quand même au premier tour, c'est 12,5%, je crois qu'ils font 12,5% des inscrits du corps électoral. Ce qui correspond d'ailleurs pile au passage au pourcentage qu'il faut faire pour se qualifier dans les circonscriptions, mais passons. En l'occurrence, oui, ça pose un vrai problème, mais moi si vous voulez, je suis assez cynique là-dessus, c'est-à-dire si les gens ne veulent pas voter, moi si vous voulez, je crois au peuple politique. Je pense, c'est très impopulaire ce que je vais vous dire, mais je pense que la majorité des citoyens, 100% des citoyens ne s'intéressent pas à la politique. Et pas autant que la majorité des gens, par exemple, qui regardent cette vidéo. La majorité des gens qui regardent cette vidéo, s'ils l'ont regardée jusqu'à ce niveau-là, ça veut dire, je regarde en même temps la caméra, mais ça veut dire manifestement que vous vous intéressez un petit peu à la chose politique. Donc vous faites partie du peuple politique. Il y a des gens, et vous le comprenez, qui ne font pas partie du peuple politique, qui s'intéressent vaguement, qui votent pour parfois des questions absolument anecdotiques. Je me souviens que par exemple pour Poutou, on avait interrogé les gens, ils disaient « Oh, il a un prénom marrant », je vous jure que c'est vrai. Alors l'ont-ils fait ou pas, mais c'est quand même dingue de sortir des choses pareilles. Donc si ces gens ne veulent pas faire partie du peuple politique, écoutez, très bien. Voilà. Ensuite, il y en a qui le font, parfois l'abstention est un geste politique. Et je reviens à un penseur de gauche que j'ai cité, Bégodeau, qui a pas mal écrit sur l'abstention, ou Étienne Chouard, effectivement, mais en l'occurrence, la réflexion de Bégodeau est intéressante, puisque la réflexion de Bégodeau, c'est de dire, en fait, le vote est le geste le moins politique qui soit, parce que quand vous mettez votre bulletin dans l'enveloppe, en fait, vous déléguez, vous abandonnez le pouvoir politique. Même le geste, c'est un peu ça, c'est débrouillez-vous, quoi, prenez. À l'inverse, pour lui, la politique se situerait davantage. Donc le politique, c'est quoi? C'est le pouvoir faire influencer dans les mouvements sociaux, dans la rue, dans les syndicats, dans les associations, et qui influencent et qui vont directement taper sur les pouvoirs politiques, sur les acteurs publics, plus que votre simple vote, vous, individuel. Ce qui en fait, quand on raisonne un peu, c'est marrant, c'est un type de gauche qui dit ça, c'est un peu une vision aristocratique. Parce qu'au fond, ça veut dire que ce sont les plus concernés qui vont aller et qui vont essayer de faire pression et de taper sur les gouvernants pour les faire réagir. Vous voyez, c'est pas la majorité, c'était les plus concernés. Les plus concernés, c'est un petit peu une vision aristocratique. Donc voilà, je referme la parenthèse. Donc l'abstention, ça peut être aussi un geste politique, mais ça a plusieurs formes. Ça peut être un geste politique, ça peut être un geste d'absolu désintérêt. Il y a aussi autre chose. Et ça, je vais terminer par là, et je pense que c'est transversal. Il y a aussi, et c'est tout à fait légitime, le sentiment que la politique n'a plus le pouvoir, on n'a plus autant de pouvoir qu'avant. Aujourd'hui, le pouvoir, et c'est vrai, il n'est plus situé que dans la politique. Il est situé dans les sphères financières. Il est situé dans des sphères dans les médias. Il est situé dans les organisations supranationales, internationales. L'OMS, le FMI, tous ces organismes internationaux ont, et puis évidemment l'Union européenne, ont un pouvoir. Attention, on va vous traiter de complotiste là. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, l'Union européenne, c'est les directives qui émanent de la Commission, c'est légal. C'est-à-dire, elles ont un pouvoir qui s'impose supérieur à celle des lois. C'est même plus que ça, c'est qu'en fait, les lois doivent être des transpositions des directives sous un certain délai. Donc, si tu voulais, les gens le voient ça. Et puis, ils voient surtout que la matière qui peut le plus changer leur quotidien, c'est quoi? C'est les questions économiques. Et en réalité, sur les questions économiques, les gens ne croient plus les politiques. Parce que depuis la grande crise des années 80, depuis le grand désaveu, le grand désamour de 83, là je parle pour la gauche, les gens ont compris que quand on parle de macroéconomie, déjà on ne gagne jamais un point. Parce que les gens comprennent, ou plutôt ne comprennent rien, et même moi, personne n'y comprend rien. Non, mais en fait, si vous voulez, je vais vous poser une question simple, c'est personne ne peut, si tout le monde parle de milliards, de réduire, de 3 milliards, etc. Est-ce que vous connaissez le budget de l'État? Alors comment est-ce qu'on peut, sur une dépense, dire « Ah, je vais réduire de 500 millions » et puis vous avez Jean Boomer de 70 ans qui vote Macron sur son salon et qui dit « Ah, c'est pas responsable », mais connaît-il le budget global de l'État? Si je sors 5 euros, si je sors 500 euros de mon portefeuille, vous allez me dire c'est irresponsable de le donner, de vous le donner vous, de le donner à quelqu'un d'autre, mais si j'ai 100 000 euros dans mon portefeuille, vous voyez, il faut voir si on raisonne sur les masses, donc il faut une certaine connaissance, tout ça. Mais 99% des gens ne l'ont pas. Et même des gens qui sont politisés. Donc, et en plus, on ne sait pas. Y compris la dette. Et en plus, sur ces 500 euros, on ne sait pas combien sont grevés de dette. Est-ce que c'est du vrai argent ou pas? Vous voyez? Donc en fait, le monde de l'économie, c'est totalement financiarisé. Il est devenu tellement compliqué
que, en fait, vous avez deux types de gens. Il y a les faux sachants, ceux que j'ai décrits là, justement, qui pensent connaître et qui ne connaissent pas, mais qui, nous, on est Français. Donc les Français, ils aiment bien avoir leur mot à dire, surtout, même si parfois, il y a des sujets qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Et puis, il y a ceux qui ont abandonné, parce qu'en fait, ils ont compris que c'est beaucoup trop compliqué, et surtout que le politique, lui, n'a qu'un pouvoir finalement, c'est de ramer derrière l'économie. Parce que l'économie est véritablement dirigée aujourd'hui par les puissances financières, par les agences de notation, par les salles de marché, par certains grands groupes. Alors évidemment, il y a du tissu de micro-entreprise qui se crée, mais il est très dépendant du reste, il est très dépendant des banques, il est très dépendant des assurances. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce ne soit plus le cas ? Est-ce qu'on peut encore ? On peut basculer dans une autre discussion, mais très logiquement, il y a une critique de l'économie financière à faire, enfin une critique, il y a plus qu'une critique à faire. Si vous voulez qu'on entre dans cette discussion, on peut y entrer. Moi je pense que déjà ce qu'il faut faire, c'est remettre de l'ordre. Le pouvoir politique et le pouvoir financier, le pouvoir économique et financier, ne doit pas être supérieur au pouvoir politique. Ça signifie que, typiquement, il y a un certain nombre de monopoles, un certain nombre d'oligopoles, on parlait de la presse typiquement, mais pas que la presse. Vous voyez par exemple les grandes, il y a un nom pour ça, j'ai oublié leur nom, mais les grandes entreprises comme Amazon, vous voyez, les GAFAM, et les GAFAM par exemple. Logiquement, il devrait y avoir une réglementation européenne ou au moins française pour diviser et disloquer ces groupes. Il ne doit pas... Vous voyez, je vous donne un exemple. Elon Musk. La fortune d'Elon Musk est supérieure au PIB de l'Australie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors déjà, pour des raisons morales de gauche qu'on peut dire, on peut dire... Qu'est-ce qu'il peut faire avec tout cet argent, si ce n'est l'accumuler, capitaliser, etc. Moi, j'étais sensible à ce que disait Mélenchon. Moi, sur un plateau, il faudrait quoi, niveler les revenus au-delà d'une certaine somme ? Il faudrait... Alors, c'est là où ce que je vous dis, c'est-à-dire que moi, c'est là où je vous dis que je ne suis pas de gauche, mais je ne sais pas si je suis de droite. Je ne me définis pas comme ça, je trouve ça assez idiot, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Quand Mélenchon dit... au-delà de 10 millions, au-delà de 100 SMIC, qu'est-ce qu'il fait au-delà de 100 SMIC ? Je suis d'accord. Et d'ailleurs, justement, on n'arrive pas à toucher ces gens-là, donc généralement, on tape sur la classe moyenne. Vous voyez, par exemple, moi, je ne suis pas milliardaire, je ne roule pas sur l'or, je ne suis pas millionnaire, je suis avocat, mais 70% de ce que je gagne va à l'État. D'accord ? Et j'ai pas de protection sociale. C'est vrai qu'on a appris également ces derniers jours la rémunération du nouveau président. Alors je fais une parenthèse qui n'a a priori rien à voir, mais du nouveau président d'Orpea. Vous savez, c'est non, j'ai pas vu combien il touchait. Ce groupe donc d'EHPAD qui a été sous les feux de l'actualité. Il va toucher, le nouveau président, c'est l'ancien, à ma connaissance, DG financier de Saint-Gobain. Il va toucher 760 000 euros annuels. Et en cas de licenciement, si je crois bien l'article de Challenge que j'avais lu, il aurait le droit à 2 années de salaire. Sans compter que là, je parle que du fixe. Camion 5. Je parle que du fixe. Voilà, c'est pratique. Il y en a beaucoup qui vont vous dire ce sont les pratiques du capitalisme. Oui, je comprends. Mais non, mais là-dessus, moi, je suis tout à fait en phase. C'est choquant, mais en même temps, oui, est-ce que... Mais je suis en phase avec la critique de gauche. La critique de gauche, c'est de dire, c'est le jeu du capitalisme, en fait. Parce qu'il est payé comme ça, et s'il n'est pas payé là, il ira ailleurs. Parce qu'on est dans un système mondialisé. Est-ce que ces compétences méritent ce type de salaire ? On va vous dire qui dirige Personne ne mérite 700 000 euros par an. Personne ne mérite 700 000 euros. J'ai pas de chiffre en tête de plafond, c'est 100 000, 50 000. Personne ne mérite de gagner 700 000 euros par an. Alors certains diront oui, mais il a fait gagner des milliards à la boîte. Mais très bien, mais excusez-moi, on va traiter de communiste, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec 700 000 euros ? Là, en l'occurrence, il n'a encore rien fait gagner. C'est plutôt pour essayer de sauver une boîte qui a perdu près de 12%, je crois, de son. Moi, je trouve ça indécent. Surtout quand il y a des gens qui sont dans la rue et quand on a des difficultés économiques, quand on voit l'inflation aujourd'hui. Et on connaît ce chantage. Et c'est là où je connais bien la critique de gauche et je la rejoins. C'est que le chantage du capitalisme, c'est de dire « Ah, vous ne voulez pas me payer comme ça, moi je vais ailleurs ». C'est là où justement il faut arriver à avoir... Non, mais on met en avant les responsabilités aussi. Certains de mes amis économistes me disent « Mais tu ne te rends pas compte de la responsabilité qui pèse sur un patron d'une boîte du CAC 40, par exemple ». Oui, d'accord, quelle responsabilité. Oui, la responsabilité de tous ces employés. Mais attendez, on peut chiffrer cette responsabilité à 760 000 euros ? Ça veut dire qu'il y a moins de sueur sur son front quand il est à 700 000 que quand il est à 400 000 ? Ou qu'un chirurgien cardiaque qui a la vie d'un patient. Ou un avocat qui défend au pénal quelqu'un qui va être condamné, qui risque d'être condamné à 30 ans. Voyez-vous ? Croyez que moi, j'ai pas des sueurs qui coulent et moi, je suis pas payé 700 000 euros. Voyez ? Donc ça, je ne trouve pas que ce soit un bon argument. Non, en l'occurrence, l'argument qu'on nous sort, c'est de dire ils peuvent aller ailleurs, ils peuvent partir ailleurs. Il faut des réglementations, internationales. Alors, il ne faut pas un État communiste mondial, rassurez-vous. Mais par contre, vous voyez, typiquement, il faut plus de protectionnisme. Moi, je pense qu'il faut des grands groupes. Alors attention, soyons clairs, il faut être pragmatique, même si je ne suis pas économique. Mais il y a des secteurs d'activité
qui nécessitent de très grands groupes, qui nécessitent des rémunérations importantes. 700 000 euros, certainement pas. Mais vous voyez, par exemple, Total, on ne peut pas démembrer Total. C'est pas possible. Je pense que la rémunération de M. Pouyanné doit être supérieure. Je suis d'accord. Bien encore, mais on va dire que je suis d'accord. Il est à la tête d'un fleuron. Mais typiquement, vous voyez, alors là, il y a cette question morale. Moi, ce qui m'intéresse plus que ça, je veux dire une chose, c'est là, on a parlé de la rémunération, vous avez entendu ma position. Moi, ce qui m'intéresse encore plus, ce qui me gêne encore plus dans les grandes entreprises, c'est... Alors, effectivement, il y a la question morale du salaire, mais c'est le fait qu'il y ait des entités privées qui soient plus puissantes que l'État. Moi, c'est ça ce qui me gêne. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement une entité privée qui, demain, peut dicter sa loi à l'État et donc dicter sa loi au peuple. Donc, vous pensez donc il faut les mettre sous tutelle ou avec de l'État. L'État soit présent au capital de ces sociétés. Donc, vous parlez de Total, là, par exemple ? Par exemple, de Total, bien sûr, évidemment. Total, on sait qu'il est proche de l'État. Donc, à la limite, ça, c'est un cas... Moi, ce qui m'inquiète le plus... Le président de Total a peut-être un pouvoir plus important dans certains... En matière de corruptibilité, oui. Surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, parlons clairement, on sait que la corruption, c'est une pratique institutionnalisée. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand tout le monde fait une pratique autour de la table et vous êtes le seul à ne pas le faire, les questions de légalité vous échappent un petit peu, vous la faites, cette pratique, parce que vous n'y arrivez pas. C'est entendu très grave que vous... Mais non, mais je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je vous dis que c'est malheureusement la réalité. Vous voyez, par exemple, il y a l'extraterritorialité du droit américain qui s'impose et qui fait que, par exemple, le patron d'Alstom, pour des questions de corruption, a été le numéro 2, a été embarqué et a été emprisonné aux États-Unis. Mais ils se foutent du monde. Ils se foutent du monde, les États-Unis. Il y a pléthore d'enquêtes sur les pratiques des sociétés américaines en Afrique ou en Asie, notamment en Asie centrale, sur la corruption d'autorités locales pour s'insérer dans certains marchés. Mais ce que je dénonce pas, c'est pas je me satisfais pas cette illégalité, c'est cette hypocrisie dont je me satisfais pas. Donc, et je reviens à ce que je voulais dire avant, c'est que je ne m'en satisfais pas, mais je sais comment sont ces grands groupes. Donc, je ne veux surtout pas qu'il y ait des groupes très importants, plus importants que l'État, qui viennent corrompre les responsables politiques et donc corrompre l'État, qui mettent des moyens importants à l'œuvre, qui dirigent certains journaux et qui après font des pressions politiques. Pardon, parce que je ne veux pas que vous soyez poursuivi en diffamation. J'ai cité aucun nom, donc vous pouvez y aller. Moi, sur la diffamation, je suis mais ce que vous entendiez de ces sociétés du CAC 40 qui pourraient avoir un pouvoir de corruptibilité, je ne sais pas comment on dit, c'est plutôt au sens de lobbying, c'est ça que vous voulez dire plutôt Non, il y a de la corruption directe. D'accord. Bien sûr, il y a de la corruption directe. Y compris politique dans notre pays, vous pensez qu'il y en a ? Qu'il y ait des hommes politiques qui soient corrompus directement ? Ouais. Oui, bien sûr. D'accord, oui, écoutez, je le pense, bien sûr, je le pense. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut renforcer la rémunération des politiques ? Vous n'en avez pas les preuves, là, pour le coup. Non, j'ai pas des preuves, mais bon, c'est pas juste du on-dit. Vous avez des infos que vous ne pouvez pas dévoiler ? Vous pensez qu'il y a des valises encore à notre époque ? J'ai aucune preuve. Enfin non, j'ai aucune preuve, mais je peux vous dire oui qu'il y a des gens qui sont corrompus, oui. D'accord. Pierre Gentillet, le fait qu'il y ait 3 ministres qui aient été battus et qui donc ont été contraints de démissionner, enfin plutôt qui vont l'être contraints de démissionner, puisque à ma connaissance, on les a vus rentrer il y a quelque temps à Matignon et apparemment il y avait encore un séminaire. Le fait que 3 ministres donc, qui aient été battus ces dernières législatives soient obligés de démissionner, ça dit quoi de l'envergure politique de ce gouvernement ? C'est un sacré désaveu, c'est une belle gifle, on est très contents. Madame Borne reste première. Avec 51% des voix. Mais là, je vous réponds. C'est pas énorme, hein ? Elle est légitimement élue. Elle est légalement élue. Légalement élue. Et c'est justement parce que... Et elle n'est pas légitime, selon vous ? Ah bah là, non, elle n'est pas légitime, non. Avec 52% des voix 51% des voix. On n'est pas légitime avec 51% des voix ? Si, on est légitime, mais pour être Premier ministre, et surtout quand on a conduit les élections législatives et qu'on se retrouve avec une majorité relative, non, on n'est plus légitime. Mais vous avez raison, c'est légal. D'ailleurs, c'est amusant, parce que ce que vous opposez ici, quelque chose que je répète assez souvent, c'est un propos très schmittien que vous avez, en fait, au sens où la Carl Schmitt, c'est l'opposition entre la légalité et la légitimité. C'est-à-dire qu'à un moment, quand quelque chose devient tellement illégitime, la légalité, en fait, elle s'efface devant la légitimité. Je vous prends un exemple un peu loin, mais vous allez comprendre, je fais une digression. Vous savez, le port du masque, vous allez comprendre, je vais y revenir. Le port du masque à l'extérieur, la première fois, on vous l'a imposé. Vous allez parler du burkini. Non, rassurez-vous. On l'a imposé, tout le monde l'a imposé. Bon, c'était une amende de 135 €, etc. Tout le monde se baladait masqué. Après, vous étiez très impliqué sur cette crise du Covid. Absolument. Qui d'ailleurs, aux dernières nouvelles, pourrait revenir comme par hasard à l'automne. Bien sûr. D'autant que n'oubliez pas, je fais une petite incisive, mais je reviens sur mon propos, que la loi
pour le pass sanitaire est toujours en vigueur, pass vaccinal, mais elle doit être revotée avant le 31 juillet. C'est un état, on est toujours sous état d'urgence sanitaire. État d'urgence sanitaire, je ne sais pas. Mais en revanche, la loi sur le pass vaccinal, pass sanitaire est toujours en vigueur. Enfin, en vigueur, c'est-à-dire elle est désactivée. C'est-à-dire que le pass sanitaire est toujours valide dans les hôpitaux, mais le pass vaccinal est désactivé, mais l'État peut le réactiver d'un clin d'œil. Jusqu'au 31 juillet. Parce qu'au 31 juillet, la loi sur le pass sanitaire, pass vaccinal s'éteint. Donc il faut reconduire cette loi. Et donc elle doit repasser devant l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale a un peu changé. C'est ça qui devient intéressant. Je reviens sur ce que je vous disais avant sur l'égalité et l'égitimité. Vous voulez dire, c'est intéressant ce que vous dites, ça veut dire que si tant est que l'épidémie, comme beaucoup le laissent entendre, repartait à la hausse et devait imposer de nouvelles mesures sanitaires, il faut passer par une loi. Et là, pour le coup... il n'y a pas la majorité. Enfin, il n'y a pas la majorité. Réfléchissons un instant. Les Républicains, peut-être que s'il y a la majorité, parce que LREM votera, qu'en un seul homme, et les 60 députés, il faudra 60 députés, sur les 60 députés LR, il en faudra 45. Ça pourra peut-être passer. En revanche, les oppositions seront beaucoup plus vives. Et c'est pas le moment de générer des tensions. Surtout que la majorité de Macron est très relative. Donc c'est pas dit qu'il repasse, entre guillemets, le pass. Je reviens sur ce que je vous disais avant pour vous expliquer, comme ça on reviendra sur notre premier tunnel sur les élections, j'oublie pas l'idée. L'égalité, légitimité. Au moment où on imposait le port du masque à l'extérieur, les gens y ont, pour une bonne partie, obéi, parce que ils se sont dit, on sait pas, même si c'est vrai qu'à l'air libre, en pleine montagne, porter le masque tout seul ou à la plage, ça paraît idiot. Souvenez-vous qu'on a désinfecté le sable, à Cannes. J'ai remis les images sur mon Twitter. J'en revenais plus de ce truc. Oui, je vous promets. On a désinfecté le sable. C'était en fin du printemps 2020. Dans le festival de Cannes, ça peut-être. Je sais pas, mais c'était en 2020, oui. 2020, on a désinfecté. Vous voyez des types en combinaison qui désinfectent le sable. Pour vous dire le niveau de débilité, à quel point on a rendu les gens chèvres pour faire des conneries pareilles. En plein air, évidemment, le sable. Bon. Et donc, du coup, je reviens sur mon histoire de masque. On portait le masque. La mesure était légale. La sanction, 135 € d'amende, et si c'est répété, vous pouvez même aller en prison. Et elle nous semblait, je dis pas moi, moi elle m'a jamais paru légitime, mais pour la majorité c'était légitime parce qu'on savait pas, Covid, etc. C'est comme le premier confinement. Pour le premier confinement, il m'a paru légitime et légal parce que je ne savais pas ce qu'il y avait en face. On voyait des images à Wuhan de gens qui mouraient dans la rue. On s'est dit, il faut peut-être un confinement. Il a peut-être été un peu trop long, je suis d'accord. Quand le masque est revenu, ensuite le masque, un an et demi, alors, il est toujours resté dans les transports, mais après, on a dit, notamment à l'air libre, on a dit c'est fini, on l'enlève. Et, souvenez-vous, on a dit ça, c'était en octobre 2021. Et en décembre, on nous dit retour du masque à l'extérieur. Attendez, vous nous foutez de nous, il y a des études qui sont sorties entre-temps et qui ont montré que la contamination à l'air libre était nullissime. Proche de 0, quelque chose. Donc pourquoi nous réimposer un truc à la con? Qui plus est, en plus, dans des endroits où il n'y a pas de foule, etc. Et même, peu importe. C'est une souffrance de porter ce truc-là, typiquement pour les gamins, vous voyez. Eh bien, on nous l'a réimposé. Eh bien, là, j'ai vu, alors déjà, moi, je ne le portais pas, mais j'ai vu qu'il y a plein de gens dans la rue, y compris à Paris, qui, en termes de macronisme, est doublement la capitale. Les gens, moi, je voyais une personne sur deux qui le portait, alors qu'avant, c'était 10 personnes sur 10. Pourquoi? Et c'est là où c'est schmittien et c'est intéressant. C'est que la mesure était légale, c'est vrai, surtout toujours 135 € d'amende, mais elle était devenue tellement illégitime, du fait de la réalité de l'épidémie et de cette faible contamination à l'air libre, qu'en fait les gens ont préféré obéir à la légitimité qu'à la légalité. Ils n'ont donc pas, pour une majorité, porté le masque à l'extérieur. Et progressivement, plus personne ne le portait. Voilà. Donc pour revenir sur votre histoire, légalité, légitimité, à quel moment ça bascule? À quel moment la légitimité est tellement forte en comparaison de la légalité, il y a une telle discordance que le système ne tient plus? Quand le système devient absurde. Et c'est quand le système devient absurde qu'il s'écroule. Là, en l'occurrence, il y a encore un Français sur deux qui vote. Il y a quand même encore une attention sur ces élections législatives. Donc, certes, il y a une perte de légitimité. Et Gilbert Collard craint la guerre civile, hein. Il me l'a dit. Oui, mais c'est pas pour ces raisons-là. Pas sur ces. Alors moi, je crois pas tellement que ça à la guerre civile, en fait. Pour la guerre civile, il faut deux camps. Les deux. Alors. Quand on parle de la guerre civile, on parle de quoi? On dit, voilà, ça va être les banlieues contre la France. Est-ce que les banlieues sont prêtes? Alors, qu'il y ait des états de guerre en banlieue, qui ont tir au mortier, certainement, mais qu'il y ait des légions qui soient prêtes à se lever, à marcher jusque dans le sud, dans le Cantal, à prendre qu'il y ait une ressuscité des gilets jaunes, vous n'y croyez pas? Par contre, ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas la guerre civile. Non, qu'il y ait une révolte. Oui, alors moi, j'y croyais, mais j'y crois moins. Pourquoi? Alors là aussi, je vais faire mon mea culpa.
je vous ai dit, moi je pensais que Macron allait avoir une large majorité parce qu'il aurait le repoussoir NUPES, et puis face au RN, il serait élu, donc il aurait à peu près 400 députés. Je me suis totalement planté. Et j'avais dit à ce moment-là, dans la mesure où on a une Assemblée nationale qui arrive et qui est très illégitime, puisqu'elle est élue, pas pour elle, cette majorité, si ça avait été une majorité absolue pour Macron, mais en opposition aux autres, par rejet. Donc finalement, c'est une majorité légale, mais très illégitime. Ça veut dire qu'en fait, au niveau institutionnel, il n'y aurait plus d'opposition. Où se ferait l'opposition? Qui plus est dans un contexte qu'on vit là, qui est sur le plan social, avec l'inflation, avec la crise du blé qui va arriver aussi, qui va rajouter, à cause de l'Ukraine, en fait, il va y avoir un nouveau mouvement social. Il ne pourrait pas s'incarner dans l'Assemblée nationale, dans le cas de figure que j'avais décrit. Mais là, c'est différent, puisque Macron est en minorité et qu'il y a une vraie opposition à l'Assemblée. Donc je me dis que comme l'Assemblée va rejouer un peu son rôle, ça va peut-être canaliser certaines tensions. Alors parlons-en justement de Macron, d'Emmanuel Macron, notre président de la République. Mercredi dernier, donc à 20h, il s'est adressé aux Français. Je ne sais pas si vous avez vu cette intervention. Si, très utile d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Elle a été assez courte pour une fois. Alors, très simplement, je pense qu'Emmanuel Macron a posé une assurance lors de cette allocution. Parce qu'il a parlé pour ne rien dire, sauf pour dire une chose. Pour moi, le message qu'il a envoyé, il y a 2 messages. C'est de dire, 1, j'ai mon lien direct avec vous. Peu importe ce que je vous dis, je passe au-dessus de l'Assemblée. Juste avant de partir à l'étranger d'ailleurs. Oui, avant de résoudre la guerre et tous ces trucs-là. Voilà, je vous parle un petit peu, mais j'ai des choses plus urgentes à faire, parce que je suis le président de la France, de l'univers, de l'Europe. Bon. Mais c'était de dire, j'ai un lien, et ça, c'est le président de la République qui a fait le plus d'allocutions télévisuelles, devant le général de Gaulle. Donc, il a une pratique qui est assez intéressante du point de vue du droit constitutionnel, c'est-à-dire qu'il saute souvent, alors là encore plus, par-dessus les institutions et par-dessus l'Assemblée nationale pour parler directement aux Français, ou en tout cas réveiller son cœur de cible électorale. Et là, c'était de dire, je vous parle directement à vous. Je ne m'adresse pas à l'Assemblée nationale, je les ai reçus individuellement, mais je vous parle directement à vous. Et il a surtout voulu nous dire, entre les lignes à mon avis, il nous dit dans son intervention, j'ai réuni les oppositions, j'ai entendu votre message, mais on est sur une situation de blocage et je vais tout faire. Il a évoqué la possibilité d'élargir la coalition. Exactement. Et il dit ça pourquoi? Pour pouvoir derrière rendre compte aux Français quelques mois après en disant je vous avais donné rendez-vous, je vous ai parlé, il se trouve que personne ne veut, c'est la chienlit à l'Assemblée, c'est le blocage, j'ai besoin de vous. Vous voyez, je le vois même presque prononcer cette phrase. J'ai besoin de vous. Donc j'ai besoin de vous. Exactement. Et c'est son assurance pour la dissolution. C'est de dire, je vous ai pris à témoin. C'est ça en fait. Il a pris à témoin les Français. Je vous prends à témoin. Les oppositions, si elles sont irresponsables, derrière, je ne devrais que dissoudre. Et moi, j'aurais fait mon travail en toute responsabilité. Pour pouvoir derrière dissoudre. Moi, je pense que maintenant, pendant 5 ans, Macron, vu sa pratique autoritaire du pouvoir du premier quinquennat, ne supportera pas cette Assemblée. Dès qu'il le pourra, dès que le moment sera opportun, dès que le pourrissement sera total, il dissoudra. L'article 12 de la Constitution permet au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser des élections dans les 20 à 40 jours qui suivent cette dissolution. Cela étant, il y a 2 conséquences à cette dissolution. La première conséquence, c'est qu'il n'est pas possible... Il a le droit de dissoudre combien de fois au cours d'un quinquennat? J'allais vous le dire, c'est ce que j'allais dire dans ma phrase. Il ne peut dissoudre qu'une fois par an. Ou plutôt, une fois qu'il est dissous l'Assemblée, quand même 5 fois par an. 1 an après, il ne peut pas. Ans. Non mais attendez, ça, légalité, légitimité, on va y revenir. Ça, c'est le plan légal. Sur le plan de la légitimité, un président de la République qui n'aurait pas obtenu de majorité à l'issue d'élections législatives, qui serait obligé, qui est obligé pour le coup, de dissoudre pour reprendre la main et avoir de nouveau une majorité, si il n'a pas cette majorité à l'issue de ces élections, qu'est-ce qui se passe? C'est surtout qu'il ne peut pas gouverner. Il démissionne. Et alors, en principe, et c'est ça l'inédit qu'on vit, c'est avant, il y avait une cohabitation qui était possible. Parce qu'il y avait entre 86 et 88, entre 93 et 95, entre 97 et 2002, lors des 3 cohabitations, il y avait un parti politique qui avait la majorité à l'Assemblée ou une coalition en mesure de l'emporter. Là, il n'y a pas. Donc si demain il se retrouve avec une... Il y a 2 possibilités. Donc, soit imaginons que dans quelques mois, il dissolve, je ne sais pas, il dissout cette assemblée, oui. Et que les effets soient encore les mêmes, soit qu'il ait une majorité, bon, il aurait gagné son pari. Oui. Et si 2 cas de figure, 3 cas de figure. Soit il a une majorité, il a gagné son pari, soit la NUPES, la gauche ou une coalition de droite a assez de députés
pour lui imposer un Premier ministre. C'est-à-dire que la NUPES est une majorité absolue à son tour. Donc là, il y a une cohabitation. C'est ça, là, il y a une cohabitation, il peut nommer quelqu'un. Soit troisième cas de figure, personne. Il n'y a rien. À ce moment-là, la conséquence logique... La Constitution n'a rien prévu. Non. Mais vous savez, là, on vient d'inédit. La conséquence logique, c'est la démission du président de la République. La tenue de nouvelles élections. Et pourrait-il se représenter ? Bien sûr qu'il le peut. Parce que j'avais entendu dire que le fait qu'il ait commencé son second mandat, théoriquement, comme il n'a pas le droit de se représenter au-delà de 2 mandats, ça lui interdit. Oui, vous avez raison. 2 mandats consécutifs, mais pas 2 mandats pleins. La Constitution dit 2 mandats consécutifs, mais je ne crois pas qu'elle dise 2 mandats en précisant la durée. C'est peut-être une question à poser au Conseil constitutionnel. Il a l'habitude de répondre aux journalistes à Libération, j'ai vu maintenant. Après, la question prioritaire de constitutionnalité qu'on pose devant les plus hautes juridictions, les journalistes posent des questions. Check News de Libération pose une question au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel y répond. C'est génial, hein. Quand nous, citoyens, au moment du pass sanitaire, pass vaccinal, on avait fait des contributions à côté, des milliers de contributions pour interroger sur la constitutionnalité du pass sanitaire, pass vaccinal, le Conseil constitutionnel n'avait pas répondu. Par contre, 2 journalistes de Libération, c'est champagne, moquette, asseyez-vous, on vous répond, quoi. Donc vous, votre intime conviction, c'est qu'il va donc dissoudre de nouveau, puisque ce sera ingérable. Dès qu'il le pourra, dès qu'il sentira. Moi, je vais vous dire même la configuration dans laquelle il dissoudra à tout moment, c'est ça que vous nous dites, maître Gentillet. À tout moment, dès l'instant, je vous le dis, qu'on n'est pas sur une seconde dissolution qui serait à moins d'1 an de la première dissolution. Quand vous dissolvez, quand vous essayez de dissoudre l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas, dans les 12 mois qui suivent, dissoudre de nouveau. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, déjà, s'il dissout l'Assemblée et qu'il n'a pas de majorité... Et c'est la paralysie des institutions. S'il ne démissionne pas après qu'il ait dissous cette Assemblée, qu'il n'ait pas retrouvé de majorité absolue et qu'il n'y ait pas de parti d'opposition qui ait cette majorité absolue, on se retrouve dans la même situation. Et donc, le pays est totalement paralysé. Il y a un 4e cas de figure. S'il y en a un 4e, ce serait un inédit aussi. De toute façon, là, on est à l'époque des inédits. Il peut se passer ce qui s'est passé en Belgique. Motion de censure, peut-être non. Il peut se passer ce qui... De toute façon, la motion de censure, elle ne touche que le Premier ministre, elle ne touche pas le Président de la République. Le Président de la République, il est intouchable. La seule chose qu'on peut faire, c'est la haute cour. Mais bon, c'est rendu très compliqué depuis Sarkozy. Non, là, ce qu'il est possible de se faire, c'est c'est comme ce qui s'est passé en Belgique. C'est-à-dire un gouvernement introuvable, un État qui gère uniquement les affaires courantes. Quand l'Assemblée peut... elle trouve une loi, mais sur un petit compromis. Pas trop mal en Belgique. Et ça se passe. Moi, je ne sais pas exactement tout ce qui est passé, mais en tout cas, il y a un Premier ministre qui est un pur techno et qui fait rien et qui n'a pas de marge de manœuvre en réalité. Et l'État ne fait que gérer les affaires courantes dans son domaine, c'est-à-dire le pouvoir réglementaire, c'est-à-dire les décrets et puis les arrêtés quand on descend plus bas. Donc il peut y avoir ce cas de figure, mais honnêtement, le désaveu sera tel que je ne vois pas Macron rester au pouvoir. Ça me paraît impossible. Vous pensez que LR va résister ? Parce qu'on voit déjà Jean-François Copé, qui a été un peu rabroué cette semaine, mais qui faisait des appels du pied en disant il faut absolument une coalition. Rabroué par qui ? Par sa majorité, par son camp. Christian Jacob, lors d'une réunion interne, il paraît qu'il a eu une volée de bois vert contre Copé. Mais vous savez, je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête un instant sur ce parti, parce que... il ne s'est pas tant que ça écroulé, finalement, le parti LR. Il a divisé par 2 ses nombres d'élus. Je sais bien que Jacob a dû nous annoncer 30-40 députés. Non, on n'annonçait pas 30-40 députés. Dans les sondages, c'était 60-80, mais c'est mieux pour lui de dire le plus bas, pour dire regardez, c'est un succès. C'est un échec. C'est un échec. Et d'ailleurs, les députés qui étaient sur une ligne plutôt droitière, comme Julien Aubert, ont été battus dès le premier tour. Et il y a des députés qui ont été réélus parce qu'ils n'avaient pas la majorité contre eux. Philippe Juvin n'avait pas un candidat LRM. De même que Pradier n'avait pas de député LRM. Le retour de notamment Laurent Wauquiez, qui pourrait prendre le parti. Il a une position déterminante dans le parti, parce qu'il y a, il me semble, 18 ou 20 députés LR qui viennent de sa région. Donc ça fait quand même un tiers des élus sur lesquels il a potentiellement un certain contrôle. Mais pour autant, revenir, pourquoi faire ? Arrêtons-nous un instant sur LR. Il y a 2 types de personnes chez LR aujourd'hui. Il y a ceux qui pensent, comme Philippe Juvin, que c'est terminé. LR, c'est fini. C'est-à-dire, Macron n'est pas une parenthèse dans l'histoire de la Ve République. La tripartisation est arrivée. Et LR et LRM, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, on va s'entendre. Il faut un gouvernement de coalition nationale et il faut même fusionner tout ça. Bon. Moi, je pense que ces gens ont raison. Et il y a la deuxième catégorie de gens comme Jacob ou Pradier ou d'autres qui pensent, et ça, c'est très important, ils sont piégés dans une boucle temporelle, ils n'ont pas digéré 2016-2017 ce qui s'est passé. Ils n'ont pas compris
que, en fait, Emmanuel Macron n'était pas une parenthèse, que la réunion du centre droit et du centre gauche qu'a fait Emmanuel Macron n'est pas temporaire, mais qu'elle est durable, que la tripartisation de la vie politique est actée, et qu'ils sont une inconnue dans cette... Mais ils sont une inconnue dans cette équation. Une inconnue déjà parce qu'en fait, accessoirement, ils te disent la droite, mais ils ont déçu, pour pas dire trahi, depuis 40 ans. Ils ont endetté la France, ils ont promis de la dureté en matière migratoire et sécuritaire. On a vu ce que ça a donné sous Sarkozy en matière de migration. Ils se sont tous partagés le pouvoir. Et puis ils se sont partagés le pouvoir. Sans compter que Sarkozy a reçu une élue, celle qui était et il a soutenu l'opposante à Brigitte Kussler en plus. Bon, donc si vous ça voulez... vous a choqué ? Non, j'étais très content. Vraiment, j'étais très content. Moi, je trouve que Sarkozy va au bout de... C'est bon, parce que je vous devine comme ayant été sarkozyste. Jamais. Non, jamais. Jamais. Alors, je vais être très honnête avec vous, parce que vous voyez de l'aigreur peut-être dans ce que je vous dis, mais enfin, c'est pas de l'aigreur, c'est de l'agacement. C'est-à-dire, en fait, moi, ce qui m'énerve, ce sont des escrocs. Il faut le dire, ce sont des escrocs. Je veux dire quand, pardon, je vais en citer un. Vous parlez de Sarkozy là en disant ça ? Sarkozy c'est un escroc, mais parce qu'il a trahi en faisant un programme à droite, une campagne à droite en 2007, pour finalement nommer Kouchner et puis faire un programme de centre-gauche, centre-droit. Et c'est pour ça que le Rassemblement National derrière, Front National, a augmenté ses scores. Mais il y a, si vous voulez, Chirac a trahi aussi, mais il y a un moment, les gens qui arrivent derrière et qui nous disent, à l'intérieur des LR, il faut refonder la droite. Il faut arrêter de trahir, il faut une droite dure, une droite solide qui, comme Pécresse, disent qu'il faut lutter contre le grand placement. Mais qu'ont-ils fait au pouvoir, ces gens-là ? Ils ont été au pouvoir il y a encore, pendant 40 ans. À un moment, il faut se réveiller, quoi. On leur a pas donné 2 chances, on leur a donné 1 chance, 2 chances, 3 chances, 4 chances. 40 ans de chance. Mais oui, ça suffit à un moment. Donc, si vous voulez... moi, c'est pas de l'aigreur que j'ai. Moi, Sarkozy, j'ai suivi sa campagne, j'étais jeune. En 2006, sur le fauteuil du salon avec mes parents, et je regardais un petit peu, je le trouvais très talentueux. Mais puis j'ai vu après ce qui s'est passé. Enfin, je lui disais ça, j'avais 15 ans, quoi, 14-15 ans. Bon. Mais il y a un moment, ça suffit. C'est-à-dire que les électeurs de droite qui sont cocus, il faut qu'ils comprennent, et ils l'ont compris, c'est pour ça que Pécresse a fait 4%, que le clivage politique a évolué, que tout ça s'est recomposé, que ces gens payent 1, la recomposition, et 2, leur trahison. Et quand ils nous disent, comme les Julien Aubert, on va refaire la vraie droite... devrait se retirer, Valérie Pécresse, par exemple. C'est quand même inouï, c'est vrai, dans ce pays. On serait dans un pays anglo-saxon. On verrait plus jamais un candidat qui a fait moins de 5%. Je pense pas qu'on va la revoir. Hein. Non, mais là, c'est terminé. Vous croyez ? Elle est toujours, en tout cas, elle n'a pas démissionné de sa mais elle reste pour gérer. Région. Oui, mais ça, c'est normal. C'est normal. Elle va pas non plus tout arrêter. Et puis, il y a un côté... Mais vous pensez qu'au-delà de ça, elle va arrêter la politique ? C'est marrant. Elle ne va pas arrêter la politique. Si elle est nommée au gouvernement demain, elle peut très bien entrer dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Mais je pense qu'en tout cas, ce ne sera plus une figure de LR, candidate à la présidence de la République. Voilà, elle va continuer dans sa région. Si elle a une portée de ministre, elle le fait. Mais voilà, à l'intérieur des LR, vous croyez que Valérie Pécresse, Jean-François Copé seraient capables de rentrer dans un gouvernement Macron ? Copé, il l'a déjà dit. Ouais. C'est évident. Mais quelle est la différence ? Parlons du fond. Pouvez-vous me citer une différence de fond entre LR et LREM sur les questions économiques ? Moi, j'écoutais Jacob. Jacob disait, très bonne interview de France Inter, il faut le dire parfois, Léa Salamé a très bien interviewé Jacob, et elle lui dit, Jacob lui dit, mais on n'est pas du tout d'accord, on n'a pas du tout la même ligne. Par exemple, sur la retraite à 65 ans, il n'a pas fait les réformes, puis il parle de manière générale, il dit rien de très précis, sauf cette retraite. Et là, Léa Salamé lui dit, mais si demain, on vous dit un accord de gouvernement, Macron vous propose un accord de gouvernement avec la retraite à 65 ans, est-ce que vous acceptez ? Puisque ça va dans votre sens. Oui, mais il ne l'a pas fait. Mais s'il vous dit qu'il va le faire avec vous, oui, mais il faudra qu'il rejoigne nos propositions. Bah oui, donc allez-y. En réalité, les LR jouent ils font un pari, mais pour moi faux, qui est de dire, en fait, si Macron disparaît, nous, on récupère notre électorat. Macron, 70% des plus de 65 ans ont voté Macron au second tour de l'élection présidentielle. L'électorat des Républicains, c'est un électorat plutôt bourgeois, un peu comme Macron, et plutôt âgé, plutôt comme Macron. Donc, il y a un sentiment de s'être fait voler, de s'être fait dépouiller. D'accord ? Et encore plus fort au moment de la présidentielle en 2022, premier tour avec Pécresse qui termine à 4%. Donc eux, c'est l'idée de récupérer leurs électeurs. Donc ils veulent durer le plus possible en disant ça va revenir comme avant, etc. Sauf qu'ils oublient que 1, on a changé de monde, que 2, ils ont 40 ans de trahison derrière eux, et qu'il y a de moins en moins de monde dans ce parti quand même. Et qu'il y a des réalités sociologiques aussi, parce que des classes moyennes, il y en a des dizaines de milliers, je ne sais plus combien, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui quittent je crois que c'est pas loin de 100 000 personnes qui quittent la classe moyenne en France chaque année. Donc leur sociologie électorale fond, comme celle de Macron d'ailleurs aussi, pareil pour les retraités. Enfin les retraités, il y en a toujours, mais je veux dire, c'était des gens qui maintenant, quand les nouveaux retraités, votent généralement plus à droite et plus Front, Rassemblement National, que LR. Donc on a changé de monde.
On a changé de monde. Pierre Gentil, on arrive bientôt au terme de cette émission. Justement, ça va nous permettre de parler, vous le citiez à l'instant, le Rassemblement national. Donc, c'est 89 députés. Même Marine Le Pen, évidemment, ne s'y attendait pas. Beaucoup n'auraient pas misé un copec sur Marine Le Pen au moment où Éric Zemmour se lançait dans cette campagne présidentielle avec, à un moment donné, des sondages qui le portaient aux portes du pouvoir. Aux portes du pouvoir, je vous coupe. Aux portes du second tour. C'était ça ce qui était la difficulté. La raison pour laquelle Zemmour, il y a eu l'effet Mélenchon, un petit peu d'Ukraine sur eux, surtout l'effet Mélenchon qui monte, et le phénomène de groupement. Il avait quand même dit, j'avais vu un tweet de lui, il disait dans quelques temps, je serai où président de la République ou le chef de l'opposition. Mélenchon, Premier ministre. Mais en réalité, je vais vous dire, ce qui a le plus pêché pour Zemmour, on l'a pas dit, mais c'est pas tant l'Ukraine, il y a un peu Mélenchon, l'effet vote utile, mais Éric Zemmour, le problème, c'est qu'il arrive sur un narratif au présidentiel qui est de dire le Rassemblement national, le Front national échoue depuis 40 ans à chaque élection présidentielle. Quand il arrive au second tour, il échoue au second tour. Et il dit à la présidentielle, c'est la 16e fois qu'un Le Pen échoue. Sauf que... Il a eu tort d'après vous ? Oui, mais je vais vous le dire après. Mais sauf que Éric Zemmour, je vous dis, il arrive en disant Marine Le Pen ne pourra pas se faire élire, elle peut arriver au second tour, elle ne peut pas se faire élire. Mais lui, dans aucun sondage, il n'était plus haut que Marine Le Pen ne l'était. Et je pense que ça a beaucoup joué. Beaucoup joué. Il était entre 33 et 38%, peut-être 40%. Là où Marine Le Pen tutoyait à un moment les 49-50. Alors elle a fini à 42, c'est vrai, mais à combien aurait terminé Éric Zemmour ? Donc ça aussi, ça a joué. Parce que Zemmour pouvait peut-être aller au second tour, mais il ne pouvait à aucun moment, jamais il ne pouvait l'emporter. Donc ça a beaucoup joué. Oui, ça a beaucoup joué. Vous pensez que Marine Le Pen pourrait se représenter en 2027, que les cartes sont en train d'être déjà... Tout a changé, même Mélenchon aussi maintenant. Ouais. Bien sûr, mais attendez... C'est une d'autant plus si vous le dites, il il pourrait y avoir des événements qui... Vous pensez qu'on va aller au terme de ce second quinquennat d'Emmanuel Macron ? Oula, alors là, je ne veux pas me lancer dans des pronostics parce que là, depuis une semaine, moi, je ne fais plus de pronostics aussi longtemps à l'avance. Ce qui est sûr, c'est que ça va tanguer, oui. Ça va tanguer. Soit Macron retrouve une majorité, soit il la perd et peut-être effectivement il démissionne. Mais en tout cas, il est possible, il est probable, possible, plus que dans aucun autre quinquennat, qu'Emmanuel Macron, effectivement, parte avant la fin de ce quinquennat. Et peut-être pas que pour des raisons institutionnelles. Ne sous-estimons pas aussi le phénomène social. Si demain, nous avons une grogne telle... en France, qu'on l'a connu, et plus encore que les Gilets jaunes, ça peut aussi amener la démission du gouvernement et du président de la République, qui en plus est plutôt, pas en minorité, mais avec une simple majorité relative au sein de l'Assemblée nationale. Donc il y a un double étau, l'étau de la rue qui peut arriver par la pression sociale, et puis aussi l'Assemblée nationale qui ne lui est pas acquise. Pierre Gentil, on va terminer cette émission comme on l'a commencé, à savoir sur vous, en tout cas votre situation. Vous êtes avocat, vous êtes, on le voit de plus en plus présent dans les médias. Merci encore d'ailleurs d'avoir accepté cette invitation. La politique, c'est un sujet qui d'ailleurs titille beaucoup d'avocats, parce qu'il y a beaucoup finalement... Beaucoup d'avocats ont fait de la politique, beaucoup de Nicolas Sarkozy était avocat. C'est pas un bon modèle. Dupond-Moretti est avocat, toujours selon vous pas un bon modèle. Un engagement en politique, de facto, vous l'êtes déjà engagé en politique. Oui. Qu'est-ce qui d'abord vous a motivé à vous investir plus en politique ? Est-ce que vous ne prenez pas un risque par rapport à votre activité d'avocat ? Est-ce que finalement, ce n'est pas un tremplin avant un engagement réel au sein d'un parti, au sein... je ne sais pas, vous vous sentiriez plutôt proche du RN, à ce que j'entends ou j'ai des sympathies pour le RN, j'ai des sympathies pour Éric Zemmour, je n'ai aucune sympathie pour les Républicains, et puis aussi accessoirement pour toute une droite qui est un petit peu droite hors les murs, des gens qu'on parle un peu moins, des instituts comme l'Institut Iliade, des gens qui font partie de la nouvelle droite, qui appartiennent, enfin, je me sens complètement en phase, donc il y a tout cet écosystème-là, oui, moi je m'en suis très proche. Ensuite, vous savez ce serait une évolution naturelle, parce que ça transpire de chaque mot quand même. Vous êtes passionné de politique. Oui, bien sûr. Donc ça devrait être l'étape naturelle. Vous savez quoi, je vais vous dire une chose. Que dénoncer c'est bien, proposer c'est parfois un peu plus compliqué. Ouais, encore que. Enfin, parfois je peux donner des pistes, mais ensuite, moi j'ai pas la vérité absolue, donc j'essaie de rester modeste aussi. Je parlais pas nécessairement de vous, je parlais des gens qui sont inscrits dans la critique. Bien sûr. Moi, je veux dire, de chroniqueur. J'ai eu la chance, en fait, j'ai eu la chance, et d'ailleurs je le mesure toujours comme une chance, à un moment, de pouvoir m'exprimer dans les médias, et typiquement, la première fois que c'est passé, c'est sur CNews. Au départ, je devais intervenir pour parler d'une décision du Conseil constitutionnel sur le pass sanitaire, et après, on m'a rappelé, on m'a dit, vous pourriez venir en plateau, etc., et puis après, j'ai tourné, etc. Parce que vous êtes un bon client, comme on dit dans les médias. En fait, c'est plus simple que ça. C'est qu'en fait, au moment du pass sanitaire, pass vaccinal, pardonnez-moi, mais moi, quand j'étais sur un plateau, j'étais le seul à défendre ce que je disais.
Par contre, dans la rue, j'ai vu que j'étais pas tout seul. J'ai eu plein de gens sympathiques qui m'ont interpellé. Bon, ça fait un peu bizarre au début, mais ça donne beaucoup de baume au cœur. Vraiment, d'ailleurs, je remercie encore. Ça donne vraiment beaucoup de baume au cœur les gens qui disent merci. Vous n'êtes toujours pas vacciné ? Toujours pas vacciné, non, et ça n'a toujours aucune utilité pour moi, et encore plus là aujourd'hui. Mais voyez, typiquement, je vous dis une chose. Si j'avais été dans un parti politique au moment, parce que j'ai pas que le Covid et les histoires de pass sanitaire en combat, la question des libertés est importante. Pour moi, si je dois vous parler de ce que je pense, pour moi, le plus important, mais au-dessus de tout, c'est la question de notre identité et la question de notre peuple. C'est le sujet majeur. Donc si vous deviez vous engager, c'est évident que vous serez plutôt vers un parti souverainiste. Plutôt sur, même pas souverainiste, moi je suis souverainiste, moi c'est plutôt... oui, moi je suis attaché à la civilisation européenne, là je vais vous perdre complètement. Mais effectivement, je suis plus pour un certain protectionnisme, utilisons un mot qui ira mieux. Non, pas tellement. Sur ce que j'entends, assez proche de... Non, c'est pas tout à fait ma ligne, mais vous me dites ça en queue d'entretien, sauf si on a encore un peu de temps pour développer. Avec plaisir. En l'occurrence, moi j'appartiens pas... Alors, Florian Philippot, il appartient à une tradition... apparemment sur le Covid, il est sur votre ligne. Oui, bien sûr. Mais attendez, il n'y a pas que le Covid. Le Covid est arrivé. Encore une fois, je vous dis, moi, il y avait la question des libertés, il y avait la question du contrôle social que je voyais arriver. Et moi, je suis attaché aux libertés, je suis opposé au contrôle social et au modèle à la chinoise. On m'invitait dans les médias pour en parler. J'ai bataillé, j'ai ferraillé autant que j'ai pu. D'accord ? Et justement, je vous dis ce que je voulais vous dire et après, je reviens sur ce que je disais avant. Si j'avais été dans un parti politique, je ne pense que mes propos n'auraient pas eu autant d'écho. Vous voyez, là, Twitter, c'est un moyen qui peut me servir pour communiquer. Là, j'ai 100 000 ou 106 000 abonnés sur Twitter. C'est énorme. J'en avais 15 000 au début, quand j'ai commencé. Donc, j'ai multiplié par, je sais pas, bon, tu par 8, admettons. Vous vous rendez compte que vous faites plus d'audience que des quarts d'heure de chaîne d'info Non, quand même pas. Mais il y a des vidéos où j'ai pu taper 500, 600 000 ou, juste sur mon Twitter. Mais si j'avais été marqué dans un parti politique... Vous voyez, par exemple, moi, il y a des gens... Des mélanchonistes, des gens hors champ, hors cadre. Vous voulez dire en liberté de parole, c'est ça ? En liberté de parole, et surtout, les gens peuvent plus facilement se reconnaître dans vos propos et plus facilement adhérer à vos propos quand ils ne voient pas tout de suite une étiquette. Quand les gens voient une étiquette, ça bloque tout de suite. Donc du coup, c'est plus facile de faire passer certaines idées. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous n'êtes pas tout de suite catégorisé. Quand on vous voit quelque part, on voit tout de suite votre étiquette. Et on s'arrête souvent à votre étiquette. Et puis on zappe. Là, si vous n'avez pas d'étiquette, on peut vous écouter plus de 30 secondes. D'accord ? Et c'est ça ce qui change tout. On n'a pas essayé de vous récupérer ? Non. On n'a pas essayé de me récupérer. Vous voulez dire, est-ce qu'on m'a fait des propositions pour les législatives ? Non, pas du tout, pas de proposition. Non, j'ai pas eu de proposition pour être député ou que ce soit. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, je ne vais pas vous dire exactement tout ce que j'ai en tête. Moi, pour l'instant, je fais ce que j'aime. D'accord ? J'ai deux choses importantes aujourd'hui. J'ai plein de choses à faire dans ma vie. La première chose, effectivement, c'est mon cabinet que j'ai lancé. D'accord ? Je veux être indépendant. Je le suis. Je suis très content. Ça se passe très bien. Je suis très heureux. J'ai eu la chance de travailler pendant 3 ans et demi au sein d'un grand cabinet d'avocats chez Del Sol Avocats où j'ai été bien formé. Ça m'a donné des clés. Maintenant, ces clés, je les utilise. Ça, c'est une part de mon activité. Et à côté, mais ça va aussi avec, c'est que j'ai la liberté de pouvoir arriver dans la presse et de parler. Et maintenant, pas seulement des questions du Covid, mais aussi, et pas seulement du pass sanitaire, mais aussi un peu d'actualité et puis de thématiques d'identité, de sécurité. Et pas que de politique internationale, etc. Enfin, sans être une encyclopédie. En fait, je suis un citoyen qui donne mon avis là-dessus et j'essaie de l'argumenter. C'est tout, c'est aussi simple que ça. D'accord ? S'il y a des gens qui trouvent que c'est bien, tant mieux. Et s'il y a des gens qui trouvent que je suis pas légitime, écoutez, tant pis. Je le dis, je le pense. Point. Ça, c'est ma joie, pouvoir faire ça. Et je ne suis pas payé d'ailleurs pour faire ça, j'en profite pour répondre, je n'ai jamais demandé à être payé. Et justement, vous n'êtes pas payé quand vous intervenez sur CNews ? Non, jamais. Et alors, j'ai jamais demandé, je ne sais pas, peut-être que j'aurais dû, mais aussi je me disais, surtout au moment du pass sanitaire, pass vaccinal, je ne voulais pas que les gens, si à un moment j'étais payé et que ça se sache dans la presse, je ne voulais pas que les gens pensent que ça aurait pu altérer, d'une manière ou d'une autre, la sincérité de mon engagement. Parce que, enfin vraiment, et d'ailleurs c'est ça ce que j'aime bien aussi chez Zemmour, mais indépendamment, il y a d'autres politiques pour lesquels je trouve qu'il y a ça, c'est l'importance de la sincérité. Moi, je ne vis que pour ce que je dis et pour ce que je crois. Je ne peux pas vivre dans le faux, dans l'apparence. Je sais prendre des formes, je sais essayer, par exemple, je ne dis pas tout de manière brute. J'essaie, vous voyez, quand je parle à la télévision, je m'efforce toujours, même si je ne porte pas toujours une cravate. Même là, vous voyez, je ne porte pas de cravate, parce que j'avais pas de cravate aujourd'hui. Il fait chaud aujourd'hui. Mais voilà, il fait chaud. Mais vous voyez, par exemple, sur un plateau télé, j'ai toujours systématiquement, de plus en plus dans la vie, j'ai toujours une cravate. Et j'essaie toujours d'être présent. devraient avoir des cravates ? À l'Assemblée nationale, vous savez que normalement, c'est obligatoire. Normalement. Alors, il me semble que ça a été changé parce que les députés France Insoumise n'ont pas trop aimé le règlement. Mais vous voyez, en fait, l'importance que je donne,
c'est rien, hein. Mais aujourd'hui, porter une cravate, ça devient révolutionnaire. Hein. J'ai travaillé dans le milieu des avocats d'affaires, tout le monde ne porte pas de cravate. Et pourtant, j'étais dans un cabinet français où la cravate était encore, il y a quelques années, quasi obligatoire. Bon. Moi, je me souviens de réunions où, c'est une aparté, mais j'étais avec un avocat à l'ancienne, et je me souviens très bien de réunions avec les clients, c'était vraiment avocat à l'ancienne, où si on descendait pour faire la réunion avec le client, si je n'avais pas de cravate, je remontais ailleurs, ou même il m'est arrivé d'aller acheter une cravate à côté, parce que ça ne se faisait pas. Et je peux vous dire qu'il m'aurait jeté juste un regard, j'avais compris. Donc, mais ça, c'est le monde d'avant. Mais c'est le monde aussi que j'aime bien, c'est le monde de la présentation. Aussi bien en politique qu'en matière d'avocat, est-ce qu'il y a eu des... Qui pour vous, les grands avocats qui vous ont inspiré, qui vous ont donné la vocation peut-être? En matière d'avocat, alors j'avais beaucoup, ça va vous surprendre, mais j'ai pas mal discuté avec Roland Dumas, voyez-vous. Quand j'étais étudiant en droit, j'allais... Qui était avocat. Qui était avocat, qui est ancien président du Conseil constitutionnel, qui est une institution sur laquelle j'ai beaucoup tapé. Qui n'était peut-être pas forcément un modèle, pardon. Non, j'ai pas dit que c'est un modèle. Je vous dis pas, non, je vous dis pas que c'est un modèle. Non, je vais vous surprendre. Il y a des avocats en matière d'intégrité. Vous voyez, par exemple, Robert Badinter est quelqu'un qui, par son intégrité, même si je ne suis pas du tout mes convictions, mais par son intégrité, par son honnêteté intellectuelle, oui, par sa stature, je dois le dire, quand j'étais étudiant en droit, et même avant, m'a beaucoup inspiré. Et puis après, ce sont des figures assez générales en réalité. Parfois, certains films. Je trouve qu'il y a dans l'avocat, c'est un noble combat. C'est-à-dire l'avocat, c'est celui qui reste quand il n'y a plus personne pour vous défendre. Vous voyez, alors ça, c'est le profil type des pénalistes, et je fais un tout petit peu de pénal, mais c'est pas du tout ma spécialité. Mais l'avocat, c'est celui qui vous conseille, celui qui est là dans l'obscurité, quand il n'y a rien, quand vous êtes perdu dans les normes, ou quand vous êtes tout seul et que vous êtes en garde à vue. Et je trouve que cette petite lumière, soit qui vous éclaire sur le droit, soit qui vous éclaire dans la garde à vue quand vous êtes tout seul et qui est avec vous, moi, ça m'attirait, et ça m'attire toujours, et je trouve que c'est assez noble. Et puis en plus, on comprend beaucoup de choses. On comprend, moi, dans mes études de droit, j'ai compris les institutions, j'ai compris des règles qui me paraissaient complètement obscures. Et c'est ça ce qui m'intéresse. Donc voilà. Ensuite, voilà, des modèles. Vergès, ah oui, si, j'avais en tête. Oui, voilà, Vergès. lui. Vergès. Ah oui, Vergès, bien sûr. Vergès. Mon grand regret, moi j'étais trop jeune, mais j'aurais beaucoup aimé faire un de mes stages chez Jacques Vergès. Je ne l'ai pas fait. Alors, vous voyez, j'ai pris des avocats de gauche pour l'instant. J'ai pas pris l'avocat de Maurice Papon. Enfin, remarque, si. Mais j'ai pas pris l'avocat de Philippe Pétain. Vous n'avez pas été jusqu'à Dupond-Moretti. Non, alors attention, Dupond-Moretti... Mise en examen et ministre en exercice. Ça pose pas un problème à un avocat comme vous c'est un peu surprenant. En termes de légitimité, ouais. Tant qu'il n'a pas été condamné, pour moi, il a à rester aux responsabilités. Alors Dupond-Moretti, je vais vous surprendre. Dupond-Moretti, j'aborde complètement ce qu'il est politiquement, et même peut-être un petit peu humiliant, parce que je trouve que parfois il est méprisant dans ses débats. Je voyais un débat avec Thierry Marigny où vraiment il ne le regardait pas. Enfin, il est d'une suffisance. Par contre, en tant qu'orateur, que ce soit sur les plateaux télé ou même quelques fois où j'ai vu des moments où c'était filmé au prétoire, je trouve qu'il est extraordinaire. Je trouve qu'il a une façon de parler, une façon de s'exprimer. C'est un très grand orateur. Alors c'est un orateur en son style. Vous savez, c'est mon maître qui disait ça, il y a 3 types de grands orateurs. Il y a les orateurs qui vous séduisent en rapport individuel. Celui qui sait s'imposer avec vous, qui vous charme, parce que c'est un métier de charme. Il y a celui qui sait, donc c'est au singulier. C'est Hegel, on est dans Hegel là. Singulier, le particulier, celui qui sait faire le silence dans un groupe d'amis. Ça aussi, c'est une forme de charisme. Et puis il y a celui qui sait parler à la foule. Vous voyez, et là, on est dans l'universel. Moretti, dans le genre singulier, et un peu particulier, avec plutôt le particulier, il arrive à faire taire tout le monde. Par contre, je ne suis pas sûr que ce soit un orateur exceptionnel devant une grande foule. Vous voyez, par exemple, un très bon orateur dans une grande foule, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est on l'a vu, il a son coup la NUPES, il harangue les foules, il a un français absolument incroyable. Il n'y en a plus beaucoup, il n'a pas de notes, d'hommes politiques qui ont ce vocabulaire. Il n'y a personne. À ce niveau-là d'éloquence... Il y avait peut-être Jean-Marie Le Pen, ça a beaucoup... Ouais, alors moi, c'était pas mon truc, Jean-Marie Le Pen. Je trouvais qu'il y avait un côté un peu réclame, un peu gueulard. Vous allez me dire Mélenchon aussi, mais Mélenchon, il y a de la puissance, il y a de la profondeur, il y a de la vision. Enfin, je suis en train de tailler des louanges à Mélenchon, mais c'est vraiment l'homme politique de gauche le plus talentueux depuis Mitterrand, incontestablement. D'ailleurs, ce qu'il a réussi à faire malgré tout là, avec la NUPES, c'est-à-dire empêcher une majorité pour Macron et comprendre dans l'entre-deux tours de la présidentielle
que le match n'est pas terminé et faire croire ça, parce que c'est ça la force de Mélenchon. S'il avait annoncé qu'il voulait être Premier ministre après l'élection présidentielle, ça n'aurait pas eu le même effet. Comme il l'a fait dans l'entre-deux tours. Moi, je vais vous dire, et qui ne suis pas spécialement de gauche, quand l'élection présidentielle s'est terminée, je ne sais pas si c'était à cause de Mélenchon, mais je me suis dit, et on était nombreux à le penser, je pense que même vous l'étiez, on s'est dit, tiens, le feu n'est pas éteint, il reste quelque chose. Il y a encore un petit parfum. Oui, Macron est élu, oui, il ne va pas y avoir... J'y croyais pas, Mélenchon élu, mais je me disais, tiens, la partie n'est pas complètement perdue. Et ça, c'est parce qu'en fait, Mélenchon a maintenu le lien, a maintenu le fil là-dessus. Et vous voyez, Macron perd la majorité absolue. Donc oui, en matière de tactique, en matière d'art oratoire, évidemment, il est exceptionnel. Et donc du coup, pour revenir sur les avocats, il y a des avocats qui sont d'exceptionnels plaideurs. Et Badinter, je trouvais, voilà, ça paraît un peu surprenant, mais était quelqu'un qui m'inspirait. Ensuite, moi, il y avait surtout, dans l'art oratoire, il y avait les hommes politiques, moi. Il y avait des hommes politiques... des hommes politiques qui ne sont pas français, dont j'admire l'art oratoire. Donc ça, je le reliais beaucoup avec les avocats. Dernière question, Pierre Gentillet, c'est une question rituelle que je pose à beaucoup de mes invités. Est-ce que vous restez malgré tout optimiste ? Ah, je suis de nature optimiste, moi. Ah oui, je la connais, cette question. Oui, bien sûr. Ah oui, moi, je suis de nature tout à fait optimiste. Sur la situation de la France dans les prochaines années ? Ah, bien sûr. Bien sûr. Non, mais vous pensez que de tout ça, il va sortir quelque chose d'inattendu, mais alors, au final, salvateur. Il va et il doit. Et de toute façon, c'est simple. De toute manière, si vous n'êtes pas optimiste, ça ne sert à rien d'avancer. Moi, en l'état, enfin, j'avance, je veux dire, je continue à garder la foi, à garder l'espoir, et si on ne le fait pas, ça ne sert à rien, quoi, je veux dire. Et ensuite, je vous dis, moi, je ne suis pas un homme politique, moi, je suis quelqu'un qui a la chance de pouvoir m'exprimer un peu, de défendre quelques-uns de mes clients. Vous savez, Emmanuel Macron n'était pas un homme politique, il était banquier. Oui, bien sûr, il était banquier. Ça peut arriver à tout le monde. Voilà, moi, par la force des choses, aujourd'hui, je participe à mon petit niveau par Twitter ou par d'autres, mais encore une fois, voilà, moi, j'essaie d'être très relatif là-dessus, parce que de participer à mon petit niveau au débat politique. Ouais, j'aime pas ce mot, mais admettons, c'est ça. Ok, influenceur, ok. Vous êtes obligé d'être optimiste. Je ne vais pas vendre du désespoir aux gens. Je vais attaquer quelqu'un, je ne le fais pas d'habitude, mais là je vais le faire parce que je le prends comme exemple. Vous voyez, dans ce qu'on appelle le camp national, Baptiste Marchais. Bon, Baptiste Marchais, il me semble qu'à l'issue du second tour de l'élection présidentielle, il s'est un peu énervé, il a dit aux Français, quittez, barrez-vous, ça ne sert à rien, tout est terminé, tout est perdu. Tu peux le faire toi, individuellement. Mais tu ne peux pas appeler les autres à le faire. Tu ne peux pas appeler les autres au désespoir. Ça, c'est criminel de le faire. Et pourtant, je vais vous dire une chose, je n'escroque pas les gens quand je dis que je suis optimiste et qu'il faut rester optimiste. Déjà, parce qu'on le doit, parce que ça ne sert à rien, et deuxièmement, parce que pardon, il y a des chances d'espérer. Regardez ce qui s'est passé à l'élection législative. Il y a des miracles qui se passent comme ça, des moments absolument inespérés pour la démocratie, puis aussi pour les gens qui ont cru du côté du Rassemblement national ou au camp national qu'il pouvait se passer quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose d'incroyable et qui nous fait dire que l'histoire n'est pas terminée. D'accord ? Donc, oui, moi je suis optimiste de nature, ça clairement. Et aussi, c'est qu'il y a une personnalité qui peut se réveiller, telle Jeanne d'Arc. Et... je ne crois pas vraiment là-dessus à ça. Le problème des personnalités, si un vous homme voulez, providentiel qui pourrait apparaître. Mais qui connaissait De Gaulle 3 mois ou 2 mois ou 1 mois avant le 18 juin ? Donc vous pensez que finalement... Est-ce que c'est ça qui va sauver ? Je ne sais pas si c'est le sauveur en France. Le renouvellement des classes politiques en France, il n'est pas tout à fait comparable à celui des autres pays quand même. Oui, encore que vous savez, là, il y a quand même pas mal de nouveaux députés qui sont arrivés à l'Assemblée nationale. Donc justement, attendons de voir. Un au sein de cette Assemblée. Ou une. Un ou une, c'est pas impossible. Et puis il y en a un ou une qui peut changer, qui peut se révéler. Et puis encore une fois, on enterre trop rapidement les gens. Vous me parliez tout à l'heure justement de Marine Le Pen. Yel. Oui, Yel, vous avez raison. Vous me parlez de Marine Le Pen et de Mélenchon, je vais mettre les deux. On disait en 2022, c'est terminé, après il repart plus. Pardonnez-moi, les deux sont remis en selle. Là, Marine Le Pen, elle est en pôle position pour 2027. Jean-Luc Mélenchon. Elle aurait à peine 60 ans. Oui, elle a 53 ans aujourd'hui, je crois. Donc elle aurait, c'est ça, 57 ans. Jean-Luc Mélenchon en aurait 75, mais ce qui compte, c'est la combativité. Combativité ou combativité, je sais pas. C'est ça, combativité. De Jean-Luc Mélenchon. Donc aujourd'hui, il est tout à fait encore positionné. Il est le leader à gauche. Il est positionné aujourd'hui pour 2027, il a encore toute sa tête. Enfin, vous voyez avec son âge déjà le niveau de la personne. Et Marine Le Pen, je pense que Marine Le Pen, là, avec le coup qu'elle a fait aux élections législatives, c'est quand même le premier groupe d'opposition, rappelons-le, quoi. Vous êtes en train de nous dire qu'il y aura un duel Mélenchon-Le Pen en 2027. Eh ben, vous savez quoi ? J'y pensais presque à un moment en 2022. Voilà, moi j'étais persuadé, là. Il y a un truc sur lequel je ne suis pas planté, et ça je prends un témoin, j'avais dit ça à pas mal d'amis, dont Pierre, si tu nous regardes, c'est que j'avais tout de suite, dès 2018, je m'étais tout de suite dit,
Jean-Luc Mélenchon fera un gros score. Un sera le leader à gauche, parce que le PS, c'est terminé. Et deuxième, j'ai vu ça quand j'ai vu Olivier Faure arriver, je vous le dis clairement. Le PS qui existe encore. Qui existe encore, mais dans une coalition qui est englobée, comme le sera sans doute LR demain. Et je m'étais toujours dit, Mélenchon est un type talentueux, et deuxièmement, il a le leadership aujourd'hui à gauche. Il a un socle électoral qui grossit. Vous avez vu les scores qu'il a fait en Seine-Saint-Denis et qu'il a fait Roubaix, 52%. Au premier tour de la présidentielle. C'est spectaculaire. Et quasi un grand chelem en Seine-Saint-Denis pour les législatives. Donc je m'étais dit, effectivement, qu'il pouvait accéder au second tour. Ça s'est joué très peu. Il a fait 23, quelque chose % au second tour. Il était à 1% de Le Pen quand même. 1%. Là où je voyais pas les choses, je voyais pas Macron aussi haut. Mais non, mais pour Mélenchon, oui, il y a tout à fait sa place dans le jeu politique. Puis qui pour le succéder? On en revient à ça. Quelle figure, quelle personnalité. Mais vous voyez, ayez confiance dans le temps. Regardez comme les choses évoluent. Regardez le paysage politique à 5 ans, regardez-le aujourd'hui. Regardez-le avant Emmanuel Macron. Regardez-le aujourd'hui. On était en 2016. En 2016, on pensait quoi en 2016? On pensait Sarkozy, Hollande, on était dans le vieux monde, PS, UMP. Aujourd'hui, le PS n'existe quasiment plus. Les deux ont été digérés. Le LR est complètement écartelé. Le RN a un groupe de 90-89 députés. La gauche s'est radicalisée avec un grand bloc NUPES où Mélenchon est le leadership, alors qu'en 2016, il était à peine à 9% dans les sondages. Et il y a un type qui s'appelle Emmanuel Macron qui a réuni le centre-gauche et le centre-droit. Mais imaginez ce qui va se passer dans 5 ans. Donc vous voyez qu'on a des raisons d'être optimistes. Et bien, ce sera le mot de la fin, donc avoir des raisons d'être optimiste malgré tout. Merci beaucoup Pierre Gentillet d'avoir accepté ce long entretien. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Incorrectibles. J'en profite également pour remercier notre fidèle partenaire Terre de France. Je vous souhaite donc à tous une très bonne semaine et comme je ne cesse de le dire, surtout restez incorrectibles. Très bonne soirée à tous. Retrouvez les Incorrectibles avec terredefrance.fr, la nouvelle marque solidaire et patriote.